bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup pour le nouveau live de la garde de nuit. Ça va être le neuvième si je me trompe pas, celui qui est dédié à l'épisode des butins de guerre, donc saison 7 épisode 4. Aujourd'hui on est donc avec Corondar en haut à droite et Chris, si j'arrive à le voir, en bas à droite. Attends, j'essaye de régler ma caméra. La technique en direct. C'est ça. Hop, normalement on devrait être pas trop mal. Hop, Tu m'as l'air centré. c'est bon. C'est très Je bien. suis dans un halo de lumière, mais je suis Il y a centré. un petit côté christique, c'est parfait. C'est ça. C'est bon. Avant de commencer, un petit merci personnel de ne pas avoir choisi l'épisode au nord du mur. Voilà, je préfère vraiment voir celui-là que l'épisode au nord du mur. Eh bien, Je au confirme. final, je sais pas, tu vois. Ah si, non, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Je préfère celui-là aussi. Dans les trucs de la saison 7, je sais pas, l'épisode d'avant, il me semblait bien dans mon souvenir aussi. Enfin, bien. L'épisode d'avant, l'espèce d'effet de montage où il y avait la prise de Castral Rock, tu sais, oui. et qui était pas trop mal foutu. Dans mon souvenir, ça se terminait là-dessus. Et surtout, dans l'épisode d'avant, c'était la révérence de Olenna Tyrell. Rien que cette scène-là suffit à recommander chaudement cet épisode. Enfin, de toute façon, toutes les scènes où il y a Diana Riggs, hein, tu peux dire banco. Alors qu'elle n'a pas spécialement aimé tourner dans la série, mais ça se voit pas du tout. Sur Diana Riggs et Jonathan Pryce, du coup, parce que les deux vont un peu de pair dans le sens où c'est des grands acteurs britanniques, il y a eu un débordement, on va dire. Je pense que ces acteurs qui sont d'immenses acteurs britanniques qui ont énormément de notoriété se sont retrouvés un peu en diva en fait sur Game of Thrones, qui était un peu géré par des petits jeunes, et il y a des fois où ils l'ont avoué, hein, vous pouvez aller chercher dans le bouquin de James Seabird, Le feu ne tue pas le dragon. Ils avouent que des fois ils se sont peut-être laissés un peu déborder parce que moi je suis un réalisateur de séries télé, je suis peut-être pas assez bien pour dire ferme ta gueule à Jonathan Pryce, tu vois. Donc voilà, ça rentre de l'imposteur. C'est sûr que quand tu as des acteurs qui ont ce background-là et cette envergure-là, oui, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr qu'à mon avis, ils avaient moins de scrupules à dire des choses à Kit Harington ou à Emilia Clarke que... Alors que c'est des acteurs qui sont pourtant... étonnamment, tu vois, il y a des acteurs où tu vas te dire c'est cinéma, tu vois, genre tu tapes un Johnny Depp, un Jude Law, une Nicole Kidman, ce genre de bagage là, tu te dis là c'est un peu chaud, je suis dans une série télé, c'est pas tout à fait la même chose. Alors que Jonathan Pryce et Diana Riggs, c'est quand même des acteurs qui ont été un peu dans les deux, quoi, tu vois, là, c'est des gens qui ont fait du théâtre, qui ont fait de la télé, qui ont fait du ciné. Quand ils ont fait du ciné, c'était pas dans des rôles immenses non plus, tu vois. Oui, puis Diana Riggs, elle était plus connue pour Chapeaument les bottes de cuir au début de sa carrière que pour sa carrière ciné, hein, ça c'est sûr. Après oui, comme tu dis, c'est surtout des acteurs de théâtre. Enfin, en tout cas, pour Diana Riggs, moi c'est plus là-dedans que je la voyais. Mais... Parce que oui, c'est sûr que Diana Riggs, au niveau cinéma, bon, c'est pas lui faire injure. À part un James Bond, qui est très bien d'ailleurs, Le Secret de Sa Majesté, mais à part ce James Bond-là, je me souviens pas d'avoir vu Diana Riggs dans énormément de films au cinéma. C'est pas ce qui restera dans les mémoires dans sa carrière finalement. C'est plutôt la télé finalement, tu vois. Ah oui. Chapeaument de cuir, ça a marqué à peu près je pense, une époque et une génération sur une série. Il n'y a qu'à voir Martin comme il était heureux d'avoir Diana Riggs. C'était son enfance qui venait dans la série télé. Il était super content, quoi. Enfin, j'ai pas vu personnellement sa réaction, mais son post au moment où il avait annoncé ça débordait d'un enthousiasme qui était palpable, quoi. Ah, et puis pour le coup, Diana Riggs était géniale dans le rôle. Hein. Elle a été irréprochable tout le long. Elle se l'est vachement bien appropriée et sa performance était géniale. Ouais, puis je les soupçonne même d'avoir, tu sais, plus de scènes d'Olenna aussi parce que ils avaient cette actrice-là et du coup, comme beaucoup d'acteurs dans le. Je pense aussi qu'ils ont dû se dire on a du caviar, on va s'en servir un peu. Ça reste une série où ils ont vachement servi de plat un peu aux acteurs, justement, même quand des fois il n'y en avait pas forcément besoin et ça a pu leur être reproché. Mais dans l'idée, tu sais, et ça c'est pareil, je crois qu'ils le disent dans le bouquin de James Seabird. Quand ils avaient l'occasion, tu vois, de faire se croiser deux personnages qui dans les livres ne se croisent jamais, tu vois, mais que tu avais les deux acteurs et que tu disais ce serait un peu cool qu'il y ait un face-à-face entre ces deux acteurs, ils le faisaient et de manière assez généreuse en fait. La qualité des dialogues c'est une autre question, mais en tout cas ils étaient contents de les faire jouer ensemble, quoi. Si ça dessert pas le scénario et que c'est pas complètement fixé,
ça Et du vient coup, dans le oui, scénario c'était ou donc, pas. Ils ont réussi. c'était dans l'épisode précédent, oui, où donc du coup, Diana Riggs a tiré sa révérence sur une très bonne scène où, pareil, oui, elle balance à Geoffrey avant de mourir que c'est elle qui a Jamie. assassiné. Pourquoi j'ai dit quoi? Geoffrey. T'as dit à Geoffrey. Ah, j'ai dit Geoffrey, Elle, pardon. elle balance à lapsus. propos de Geoffrey, quoi. Oui, elle balance à Jamie. Ouais. Elle balance à Jamie, oui, qu'elle a assassiné Geoffrey et qu'elle veut qu'il le dise à Cersei. Cette scène est très savoureuse. Elle Même est, si bon, j'étais un peu triste que du coup Olenna Tyrell quitte la scène, mais bon. Ah, là c'est trop sombre, je pense. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire. que nous fait Du coup, j'en ai- Mais ça, en fait, je voulais vous montrer mes mollets. Mais voilà. D'accord. c'est magnifique. Non, mais voilà. Du coup, là, ça me semble un peu mieux. J'ai moins le côté. J'ai moins ce côté. Là, vous pourrez voir la surprise sur mon visage. La Oui. surprise du 3e visionnage. Un petit mot peut-être sur le réalisateur qui s'appelle de l'épisode, qui est un réalisateur qui s'appelle, alors je ne me souviens plus, Matt Shakman. Matt Shakman. C'est possible ça. Qui est un réalisateur qui vient pour 2 épisodes seulement sur Game of Thrones, qui est un mec qui a pas mal baroudé en termes de série, qui baroude toujours un peu, qui fait un épisode par-ci, un épisode par-là, genre il a bossé sur The Boys récemment pour Amazon. Et il est également producteur et réalisateur de la série WandaVision, qui a été plutôt appréciée sur Disney+. C'était quoi, en fin d'année dernière? Non, c'était pas en fin d'année dernière, c'était il y a pas si longtemps. Moi je l'ai vu en début d'année, alors après depuis quand elle était sur Disney+. C'est début d'année 2021. J'ai pas la date. Moi je l'ai vu en début d'année. Mais voilà, du coup c'est lui qui a réalisé et produit cette série-là. Donc moi des retours que j'ai eus, c'est quand même quelqu'un qui aime réaliser, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui sans aller jusqu'à prendre des risques énormes, on va dire qu'il aime tenter 2-3 petits trucs, et ça se voit un peu dans l'épisode, je trouve. Il y a certaines choses qui sont pas comme d'habitude avec Sapochnik ou avec Neil Marshall pour les épisodes qu'on a commentés déjà en termes de réalisation sur les batailles, puisqu'on va parler de bataille quand même dans cet épisode. Ce qui est très notable d'ailleurs sur les 2 épisodes qu'il réalise, puisqu'il réalise donc celui-ci et le suivant, Eastwatch, il y a une vraie continuité visuelle au niveau de la bataille justement. Entre la fin de cet épisode et le début du suivant, on retrouve vraiment le même ton un peu cendreux, aux couleurs targue. Moi j'avais beaucoup aimé cette continuité entre les 2 épisodes. Pour le coup, on voit que c'était le même gars qui était à la manette dans les 2 épisodes. Voilà, et puis un petit mot, alors sur le titre, c'est marrant parce que du coup c'est les butins de guerre, c'est The Spoils of War en anglais, qui est une expression consacrée un peu. Moi je me suis demandé à un moment à quel point, tu sais, c'était pas... il jouait pas un peu avec le mot spoiler aussi, tu vois, en choisissant ce type de titre. Pas dans le sens où il y a des révélations, quoique il y en a quelques-unes quand même, mais plutôt dans le sens où il y a puisque ça veut dire gâcher en anglais, Oui. Spoil, c'est gâcher quelque chose, et dans le sens où il y a un espèce de dialogue, à un moment on aura l'occasion de le voir, je le dis avant parce que j'y penserai peut-être plus après, entre les enfants Stark sur ce que ça a représenté pour eux la perte de leurs parents et tout ça. Il y a une espèce d'ambiance un peu comme ça quand ils se retrouvent tous. Et quelque part un peu, tu sais, le côté on a gâché leur enfance un peu, tu vois, vraiment dans ce sens-là, dans le sens c'est des gâchis de la guerre un peu, quoi, tu vois, les enfants sont maltraités, gâchés, quoi, tu vois. Sur cette scène-là, oui, on voit surtout qu'ils sont plus du tout les personnes qu'ils étaient au début de la série, et qu'en effet toutes les épreuves qu'ils ont traversées les ont radicalement modifiées, et qu'en effet cette longue guerre a fait d'eux des personnes totalement différentes que ce qu'ils auraient dû être sans tous ces événements. Oui. Du coup, voilà, c'était pour la petite mention de début avant de commencer l'épisode. Je sais pas s'il y a des réactions, Ezor, sur le Pas encore, sur mais le je chat. au courant. Petite chose à On a des rajouter gens avec avant. nous. Comment? Un petit peu avant, je pense, c'est pas de... Alors, moins intéressant, mais à dire, moins pas de previously sur cet épisode. Moi, je sais que la version que j'ai, il y en a un qui est. On démarre directement au lancement du générique. Et Sur le logo. On ne diffuse pas l'épisode. C'est à vous de faire votre petite cuisine maison. Nous, on est juste là pour tenter d'apporter quelques informations, un petit peu d'analyse finalement, et se moquer gentiment quand c'est un peu débile, puisque ça commence à devenir un peu comme ça dans la série. Oui, alors, Même si je préfère le dire en préambule quand même en ce qui me concerne, même si oui, je trouve qu'il y a aussi des éléments un peu débiles dans cet épisode. Moi perso, je trouve quand même que c'est la meilleure bataille des 8 saisons. Ma préférée, moi, c'est celle-ci. Je trouve que c'est la plus cohérente, la mieux mise en boîte, la mieux filmée. Pour moi, c'est la meilleure bataille des 8 saisons. Ouais. C'est une des plus courtes aussi.
Bah, c'est justement pour ça qu'elle est bien, moi je trouve, c'est qu'elle est On n'a pas le assez temps de ramassée, ça dure 15 minutes, c'est bien découpé, il y a quelques pauses quand même au milieu. Enfin voilà, moi je trouve que cette bataille-là se tient bien, elle est super cohérente. Je trouve que visuellement, moi je trouve que c'est la meilleure bataille, mais ça n'engage que moi. Ok, Bah, bon. en fait, moi, je la trouve assez différente des autres. Je trouve que tu vois, je crois que je le disais en commentaire moi sur le chat la dernière fois quand il parlait, tu sais, de la bataille des bâtards. Ouais. Et on est en fait sur des batailles vraiment, tu sais, il n'y a pas de forteresse à prendre, il y a pas de, c'est juste deux armées qui se rentrent dedans, et il n'y a pas de, tu vois, De siège. vraiment bah, pas de siège parce que la série fait jamais des sièges, c'est toujours des batailles décisives sur des Rarement les forteresses, sièges. ça se passe en une nuit ou des trucs comme ça, tu vois. Il n'y a pas de trucs longs à part à On Vizsla. voit le siège de Visay, je crois, dans la saison 3, 6. 6. Mais c'est Dans la saison 6. mais C'est pas une scène effleuré, de tu bataille, vois, ouais. c'est pas non plus. Non, parce on que te montre pas les mecs qui vont à l'assaut tous les matins pour tenter de prendre un truc, ils y arrivent pas, c'est etc. difficile à rendre en série, je pense. Ou alors, il faudrait le faire sur Ouais, plusieurs c'est ça. épisodes. C'est compliqué. Et du coup, c'est en fait c'est la seule où il n'y a pas d'enjeu de prise de place forte, tu vois, comme dans pour ceux qui jouent au jeu de plateau. Tu sais, il y a vraiment cet enjeu, tu sais, dans le jeu de plateau, pour ceux qui ont déjà Tu joué. vas avoir les cités, les forteresses. Soit tu vas taper les zones avec les tonneaux où il y a les ravitaillements, soit tu vas taper les zones où il y a du pouvoir avec les C'est à quoi couronnes, tu joues. soit tu vas taper les forteresses qui te serviront à gagner. Et du coup, souvent, dans la série, c'était des batailles forteresses un peu. Même la bataille des bâtards, l'enjeu c'est Winterfell, tu vois. Alors que là, pour une fois, on est sur, on va dire, une bataille ravitaillement, quoi. Tout ce qui est... On aura l'occasion d'en reparler. J'adore cette analogie. Oui. Je vous propose qu'on y aille parce qu'il est déjà 20h15. Allons-y. Allez, Je allez. vous donnerai un petit top pour Le petit décompte. un petit décompte et on est parti. On aura le temps de parler de tout ça Pendant l'épisode. pendant l'épisode. De toute façon, la bataille est suffisamment, on va dire, longue pour avoir le temps. 3, 2, 1, et c'est parti. Ah, Il y a quelqu'un qui a le son. Oui, c'est moi, je vais baisser. J'avais oublié que je l'avais mis aussi fort. Voilà. C'est parfait. sur ce générique avec son astrolabe qu'on retrouvera du coup Tout à fait. vieille. On l'a Moi, déjà ce qui me vu fait marrer, dans l'épisode. c'est qu'on a toujours le cerf sur Port-Réal quand même. Ça, c'est assez drôle. Ouais, bah tu sens que ça c'est le truc, les mecs ils avaient déjà des villes à rajouter à chaque fois, et là ils avaient pas envie. Hein. Ouais, parce que je pense qu'on aurait pu mettre le lion Lannister pour maintenant, ça choquerait plus personne, je pense. On peut noter que du coup Varys et Bronn sont au même niveau sur le générique. Alors, juste un petit mot, du coup, on vient de voir apparaître le nom de Nina Gold, qui est la directrice de casting, qui est une grosse directrice de casting d'HBO, et qui, en fait, je pense, est une grosse directrice de casting de Warner, parce qu'il y a pas mal... Le fait qu'on retrouve, tu sais, dans les films actuellement, type, je pense à 1917, tu vois, où il y avait Richard Madden, où il y avait des acteurs de Game of Thrones, je pense que... Et c'était elle au casting, je pense que c'est pas anodin. Oui, il y avait aussi Tommen. Ouais, c'est ça, exactement. Qui est un excellent acteur, qui a joué aussi dans le film sur comment il s'appelle, sur le film sur Bruce Springsteen, que je sais plus comment il s'appelle, qui est sorti, que George R. R. Martin aime beaucoup d'ailleurs. Il y a Tommen au casting qui joue un gothique avec du maquillage qui coule et des cheveux bruns. Du coup, c'est assez rigolo. La Citadelle, qu'on n'avait pas vu trop, je crois, dans les génériques jusqu'à maintenant, qu'on peut noter. Avec ce petit astrolabe qui se fait englober, que je trouve plutôt cool, quoi. Ah, c'est pareil, dans le générique, on revoit Pike, mais bon, alors qu'on le voit pas physiquement dans l'épisode non plus. Mais... Ouais, mais je pense que c'est la saison où il y a le couronnement. Non, il n'y a pas le couronnement. Non, mais on voit les Fernets quand même, il y a toute la saison. On voit les Fernets, mais on voit plus Pike. Il n'y a plus de scène qui se passe à Pike dans cette saison-là. Je ne crois pas. Non, je crois pas. Je crois que c'est fini. C'est saison 6, en fait, le Kingsmoot, les états généraux. Et ils partent, et après on voit un peu... Enfin, on voit tous les Fernets, mais effectivement, peut-être pas à Pike. Et donc, du coup, ben voilà, on démarre sur la chute des Tyrell qui est consommée, hein, puisque les Lannister ont piqué tout leur or, ça y est. Avec un tournage qui vient apporter, sur cette saison-là, je trouve qu'il y a une vraie patte au niveau du tournage, parce qu'ils ont été tournés en Espagne, beaucoup.
Et du coup, je trouve qu'il y a une lumière qu'on n'avait pas l'habitude de voir, une sécheresse aussi dans les décors qu'on connaissait peu et qui me rappelle, moi, tu sais, tous ces films qui étaient tournés en Espagne à l'époque. C'est des films des années 60-70, un peu en termes d'ambiance, où on tournait en Espagne parce que c'était pas cher, mais du coup, on essayait quand même de te faire croire que c'était un Robin des Bois, tu vois. Oui, ça a un petit côté la chair et le sang, je trouve un peu. Ouais. Ah oui, campagne italienne un peu. Ouais, c'est ça. Ou même, comment ça s'appelle, ce film avec Sean Connery, puisqu'on parlait de James Bond tout à l'heure, La Rose et la Flèche, qui est sur la vieille liste de Robin des Bois, qui est tournée en Espagne, et ils essaient de te faire croire que c'est l'Angleterre, mais ça marche pas bien, les arbres, ils ont pas des gueules anglaises, quoi. C'est pas le même climat, c'est pas facile de... Non. Bon, et du coup, Ron, tout ce qui est du livre, c'est vachement bien. Parce que là, on parlait des butins de guerre, ça peut aussi faire référence à ça, puisque Dron vient de toucher sa paye. Il réclame toujours son château, qui sera le running gag un peu lourd de tout son personnage. Bon, ceci dit, il le sait pas encore, mais il va très très bien s'en sortir, lui, sur le final. Ouais, mais sauvé par le scénario et les fans. Ouais, alors là, il est clairement sauvé par le scénario à un moment dans la bataille, on aura l'occasion d'y venir. Mais je trouve que Bronn, ça reste vraiment un des trucs de fan service qui vient tuer l'univers, en fait, tu vois. Il prend trop d'importance par rapport à ce qu'il est réellement dans cet univers-là, et le final qu'il a est absolument absurde, je trouve, par rapport au contexte social qu'on a mis en place dans les 4 premières saisons, quoi. Et puis surtout, je trouve que le gros problème avec Bronn, c'est qu'il parle beaucoup trop franchement à des lords qui sont quand même tous très très au-dessus de lui. Ça paraît un peu étonnant qu'il soit pas recadré, voire puni même carrément. Il a toujours la protection soit de Tyrion, soit de Jaime, qui lui permettent aussi des choses qui ne lui seraient pas permis quand il était encore aux Aériers. Alors, on a un épisode à guest star. Je sais pas si vous êtes déjà. Je coupe parce qu'on vient d'arriver sur Mark Gatiss, moi, de mon côté, mais. Oui, moi aussi, je suis là, sur la banque de fer. Donc, on a un épisode à guest star avec Mark Gatiss, qui est du coup le showrunner de Sherlock avec Steven Moffat, et qui est un acteur très série, mais un peu cinéma aussi britannique, et qui a écrit pour Doctor Who aussi beaucoup. Et cet acteur-là donc est une guest star, mais les 2 Tarly qu'on a vu passer avant sont aussi des guest stars, hein. Donc c'est des personnages qui sont castés avec des. Lui, c'est le Papy Tarly, c'est un acteur de théâtre britannique qui est plutôt reconnu, et l'autre, c'est celui qui joue dans Umbrella Academy, l'autre, non? Oui. Il joue numéro 1 dans Umbrella Academy. Il joue dans Black Sails à l'époque, je crois. Mais, la série sur les pirates, ouais. Donc je pense qu'ils ont été un peu les chercher pour ça, quoi, pour ramener un peu du prestige et du monde à travers ce type de casting, parce que ça ramène aussi des gens, hein, mine de rien. C'est une heure où tout se partage. Et du coup, là, on a Cersei qui est enfermée dans sa boucle « Je bois du vin en sortant jamais de mon château ». Ouais, c'est ça. C'est vrai que ces scènes, sur les dernières saisons, ont dû être un peu lassantes quand même. Hein, parce que c'est toujours un peu... Ça se répète beaucoup, et puis Jaime, il revient, il lui parle, et puis il s'en va, il lui parle plus, et puis il revient, il lui parle. C'est... Ouais, il y a ce personnage, en fait, attend le dénouement, mais ils n'ont pas su lui faire quelque chose autre que attendre en buvant. Mais je crois que moi, j'aurais aimé la voir sortir, vraiment. Tu sais, à un moment qu'il y ait une sortie de Cersei, parce que du coup, on montre qu'elle s'enferme vraiment dans cette espèce de parano, qu'elle reste au donjon. Mais je trouve que justement, il y aurait eu peut-être quelque chose, tu sais, à dire, pour changer le ton à un moment de son intrigue à elle, de la faire sortir de Port-Réal sur un point précis, tu vois. Je sais pas quoi, mais tu vois, c'est amener le personnage. Il aurait fallu, mais est-ce que ça aurait pas cassé la dynamique de. Parce que tout son arc est construit en parallèle avec Harris le Foll. Et voilà. Oui, elle se coupe de la réalité. Voilà, elle se coupe de la réalité, elle devient parano, elle boit, enfin, il y a un gros parallèle à faire avec ça. Et du coup, alors, on a enchaîné déjà sur Littlefinger qui offre le fameux poignard à Bran. Du coup, soulignons quand même le rôle actif de Littlefinger dans la fin du Roi de la Nuit, quand même. Oui. Ouais, et soulignons aussi le changement de commanditaire du coup de l'histoire du meurtre de Bran. Alors, j'ai plus les détails, mais quand on le prend entre le livre et la série, ce n'est pas tout à fait le même. Dans la série, c'est Littlefinger.
Dans dans les dans le bouquin, livres, c'est Geoffrey qui commande ça. en c'est fait. Geoffrey a priori, ouais. Ouais. Alors après dans les livres, c'est comme souvent, il y a un petit doute qui demeure quand même. On peut pas être sûr à 100% dans les bouquins, Ouais, mais on est plus sur un mais on est 80%, plus sur Plus un Geoffrey. caprice Geoffrey. de Oui. Geoffrey, oui, a priori. Ouais, c'est On ça. est plus sur Geoffrey. Bah, un caprice, c'est pareil dans les livres. On peut se dire aussi qu'il fait ça parce qu'il a entendu son père, enfin son père, Robert, dire Oui, c'est ça. dire que la vie d'un infirme c'était nul et Une qu'il aurait vie bien et que valu du coup, qu'il il meure. pouvait mourir. Ouais. Voilà, donc du coup, peut-être que Geoffrey fait ça aussi pour, en se donnant l'impression d'appliquer les volontés du Mais roi. il me semble qu'on a déjà eu l'occasion de parler de ça quand Nympha et Babar ont fait le live avec sur le lion et la rose sur l'épisode de la mort de Geoffrey. Il me semble que vous en avez parlé, Oui. Isor, mais c'est peut-être une bêtise. Si, moi j'y étais pas, enfin je l'ai vu en replay. Vous vous rappelez mais sans doute vous plus l'avez que moi j'étais pas présent ce jour-là, je devais être ailleurs. Si, Et on va elle avoir- l'a un peu abordé. Et on va avoir une des rares sorties de la série qui ne se fait pas par une mort. C'est vrai. Cette Mira. cette trop gentille Mira Reed qui va quitter le Winterfell. Elle sort pas en mourant, mais elle sort pas non plus de façon glorieuse. Hein. Elle se fait gentiment renvoyer. Ouais. Bah, après, moi je trouve que cette scène-là, pour nous mettre en avant le fait que Bran est devenu très creepy, bah, Ça ça marche. c'est pas trop mal, ça marche pas mal, je trouve que c'est bien fait. Ah, moi, c'est ce qui me fait un peu la différence avec le bouquin, parce que dans le bouquin, Bran, il en passe un peu pour Mira doucement, tu vois, gentiment, c'est un peu sous-entendu, quoi. Ça le rend un peu humain, du coup, tu vois, dans le Disons que là, quand Mira conclut l'échange, oui, en disant que Bran est mort dans la caverne, elle a raison. Mhm. Bran n'est pas revenu d'une heure, c'est plus Bran, quoi. Ouais, et puis son personnage est devenu tellement léthargique et creepy que ils ont voulu lui donner un côté un peu religieux, ou je sais pas ce qu'ils ont voulu donner comme côté par ce... Ah, je pense qu'ils ont voulu le détacher de tout, en fait, pour que du C'est coup, ça, il y a plus soit... d'émotion, y a pour, plus justifier- rien. pour expliquer la fin, en fait, finalement, que le personnage ne tâche plus à personne. Il voit plus des gens avec des sentiments, il voit des leviers sur lesquels appuyer, tu vois. Mais du coup, ça rend bizarre, en fait. En tant Mais qu'alchimie... Littlefinger est un peu comme ça, et pourtant il a des émotions, et Littlefinger voit un peu tout le monde comme Et des leviers. Littlefinger, il a la... Ouais, je sais pas, Enfin, c'est Au moins ça. dans les premières saisons, parce que là, son plan est complètement ridicule. Bah, il a pas de plan, c'est surtout ça. En tout cas, s'il en a un, on voit pas bien. Alors, le ce que c'est. plan de Mira qui s'en va, je trouve, fait vachement écho à un des plans de la saison 1, tu sais, qu'on avait vu dans les teasers avec ce cavalier qui avait la bannière de Winterfell. Je sais Ouais. pas si vous voyez de quoi je parle. Et ça Oui. me faisait vachement penser à ça quand j'avais revu l'épisode l'autre fois. Ouais, c'est à peu près la même prise de vue, ouais. Ouais, c'est ça. Sauf que bon, là, c'est plus en hiver, il y a la neige, quoi. Mais... Alors, on arrive sur la scène où Arya arrive à Winterfell. Là, je pense qu'on est dans le Winterfell qui a commencé à être construit pour les décors, tu sais, les décors un peu définitifs qui vont servir à la bataille derrière. Ouais. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué quand j'ai revu l'épisode, c'est les bannières avec le blason en bas. Parce que c'est vraiment des bannières qui sont faites pour rentrer dans le cadre. Ah oui. Ah oui, C'est fait pour que tu vas voir un moment, il y a Arya qui est cadrée au niveau des épaules et la bannière elle est faite pour que tu vois le loup-garou Stark derrière. oui, tu d'ailleurs, vois. elle jette un coup C'est- d'œil. Il y a une enfin, espèce de c'est dans non-logique quelques parce que c'est secondes. sur tout en bas de la bannière, tu vois un peu. je Oui, trouve. oui. Disons que c'est esthétique, mais c'est pas très réaliste, Bah, quoi. de loin, c'est bizarre. Après, quand il y a des plans rapprochés, c'est logique, tu vois. C'est Ouais. Oui, ils ont Bon, évité un fort par- accord, c'est par- un mais point de détail. Hein. Par contre, on notera que le recrutement des gardes à Winterfell a beaucoup baissé, quand même. Hein. Oui. C'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Hein. c'est oui, il a pris ce qui restait globalement. Mais Bon, cette scène est un peu longue, je trouve. Après, quand tu portes un casque aussi ridicule, c'est difficile de pas être crédible aussi, mais... Ça me fera toujours penser aux Français de Monty Python, ce type de casque. Exactement. c'est, Mais je me demande si c'est pas une inspiration volontaire, parce que c'est tellement... Peut-être. Après, ils ont été très friands, tu vois. La scène avec les deux gardes un peu débiles, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup fait dans la série, je trouve. Il y a une espèce de scène, tu sais, où il y a des mecs qui vont pisser, où il y a Rob, tu sais, qui est censé arriver, il y a genre Oui. le loup en bouffe un des deux, là, je sais plus dans quelle saison. Bah, c'est au bois Oui. murmure. Tu sais, ils ont tendance à les faire assez souvent, ces trucs-là. Et ça, je trouve que ça fait très blockbuster, ça me renvoie vachement à Pirates des Caraïbes et des trucs comme ça, en fait, mais qui sont des trucs plus fun, tu vois. Où ça passe, tu vois, dans un Michael Bay, un peu, tu vois. Ouais, Et, le duo, c'est- le grand et le petit, le duo- la le duo brute et un peu le comique, pseudo. un peu bébête de soldats. Bah, après, là, la scène est censée être comique, hein, quand même. On est clairement dans le registre de la comédie, mais bon, ouais, ça fonctionne moyen, je trouve. Hein. Ah, tu vois, le fameux plan où il y a la bannière qui est faite pour rentrer pile poil dedans, tu vois. Ouais. Bon, on sent Arya un peu émue quand même de rentrer chez elle. Hein. On sent que ça lui fait un petit quelque chose quand même.
Des espèces de putains de gigots qui traînent accrochés dans les. Je regarde les arrière-plans. Je suis désolé, je suis quelqu'un qui regarde les arrière-plans. Ouais, mais après, il y a un dialogue entre Sansa et Littlefinger où ils sont en train de faire les réserves pour l'hiver, donc tous les bannerets rapportent la bouffe. Logique, mais je trouve ça marrant, tu sais, les mecs, on n'a pas de frigo, c'est pas grave, il fait froid, t'as qu'à mettre la viande dehors, tu vois. Mais, Ah bah c'est sûr que s'il gèle, bon, ça conserve. Hein. La statue de Ned. Eh oui. Que dans les bouquins, on n'aura probablement jamais, mais du coup qui existe dans la série. Et alors, qui est décalqué un peu sur le Ned de la Tour de la Joie, je trouve. Plus que sur Sean Bean. Ah ouais, moi je trouve qu'elle a plus la tronche du. Ou alors ils ont fait un espèce de mix des deux, mais je retrouve. Par contre, je crois que t'es un petit peu en avance. Ouais, t'es un petit peu en avance, Chris. D'accord. Parce que moi j'étais encore sur Sansa qui parlait avec les gardes, mais bon. Ok, attends, je vais faire un. Là, je suis de nouveau sur la statue. Bah, c'est vrai que oui, tu as raison, il fait plus jeune, la statue fait plus jeune que le Ned qui s'est fait décapiter. Bah, d'ailleurs, les deux filles Stark vont le faire remarquer, qu'elles trouvent qu'il lui ressemble pas beaucoup. Oui, après, c'est pour glorifier le personnage, alors autant le faire jeune et beau. Ouais. Mais c'est vrai que la scène toute cette scène d'Arya qui revient à Winterfell, je la trouve exagérément longue en fait. Il n'y a pas beaucoup de choses qui s'y passent. Il y a une espèce de volonté, je trouve, sur les saisons 7 et 8, de te faire un espèce de mood, c'est très nostalgique, très c'est la fin, on s'attarde, on est tendre même. C'est très réunion de famille, c'est très réunion de famille. C'est très smooth, tu vois, comme ambiance un peu. Après, ça va être les derniers dialogues entre eux, on te laisse en profiter. Bon, voilà, à tort ou à raison, mais du coup, je trouve qu'il y a quand même cette espèce d'ambiance sur les 2 dernières saisons qui est là, quoi. Très nostalgique. Là où je rejoins Heather, c'est que c'est long, c'est parce qu'en fait, oui, il y a ce prologue avec les 2 gardes qui rallonge le truc. Après, je trouve que la scène de retrouvailles en elle-même de Sansa et Arya dans les cryptes, je trouve qu'elle est plutôt pas si mal que ça. Puis je trouve qu'elle est surtout bien écrite dans les non-dits. Le fait qu'elles reconnaissent toutes les deux qu'elles ont vécu des trucs pas top avant de se retrouver, sans formuler non plus, et que chacune se rend compte que l'autre en a bavé, quoi. À la limite, je trouve que c'est pas si mal fait que ça, quoi. Mais oui, c'est l'intro avec les gardes qui est un peu décalé par rapport au ton. Elle n'apporte rien. Elle apporte rien, elle est juste longue. On a l'impression qu'ils veulent mettre un peu d'humour parce que ça se fait dans les séries de mettre un peu d'humour, mais c'est pas dosé. Et c'est le moment où ça se marvelise un peu peut-être. Je trouve que cette scène avec les 2 gardes, à un moment je me suis demandé si c'était pas des guests, tu vois. Genre non mais c'est des scénaristes ou un truc comme ça, tu vois. Peut-être. Ça pourrait justifier la longueur de la scène, tu vois, comme ça se fait parfois en termes de caméo, tu sais, de gens qui sont plutôt hors champ. Mais il est très long pour un caméo quand même. Si ça avait été le cas, je pense qu'on aurait eu l'anecdote, à mon avis. Je pense, mais du coup, je me suis posé la question, tu vois, quand j'ai revu l'épisode pour préparer. Et oui, car on prépare les épisodes. Le sachiez-tu. J'y ai pas pensé, mais je crois que la scène est trop longue. Je suis toujours en avance. T'es toujours en avance, oui. Moi, je suis pas encore dans le bois sacré. Je te dirais top. Quand vous avez le plan sur la tête de Bran, vous me dites, je relancerai. Ça marche. Je te ferai un petit top quand on sera sur la tête de Bran. Discrètement. Là, on est encore dans les cryptes. Ça se fait des câlins et c'est mignon. Un petit câlin, c'est mignon. Ça sourit. Là, justement, elle lui annonce que Bran est là aussi. Là, ça y est, on est dans le bois. Ça y est, top. Par contre, Bran fait bien le pas de vie sur mon visage, je trouve. On peut pas enlever ça à l'acteur. Ça, c'est sûr qu'il a travaillé une expression et il l'a gardée pendant 2 saisons. Hein. Oui, ça, il le fait pas mal. Mais en fait, c'est pas le problème du coup avec le personnage de Bran, c'est surtout quand tu revois tout ça en connaissant la fin, c'est qu'en fait, tu as un peu l'impression de le voir comme un grand ordonnateur de l'ombre, du coup, qui place ses pions. Parce que du coup, il donne le poignard à Arya en sachant ce qu'elle va en faire. Il sait déjà qu'il va peut-être monter sur le trône si ça se goupille bien comme il le veut. Ouais, mais du coup, c'est très bizarre parce que je trouve que c'est pas bien dosé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est dosé c'est dosé trop neutre presque, tu vois, par rapport à ce que. En fait, ils veulent tellement pas donner d'indices qu'à aucun moment ils appuient sur un truc où tu pourrais te dire. Qui tire les ficelles, ouais. Ouais, tu vois, même en le revoyant, tu vois, tu te dis, ah oui, j'ai compris, il voulait dire ça, tu vois. Mais il n'y a aucun effort de mise en scène pour pour que ce soit, pour que ça te rende le revisionnage
vraiment, tu vois, il y a des films comme ça que tu mates, tu peux prendre Fight Club ou Le Prestige de Christopher Nolan. Quand tu arrives à la fin, il y a un twist. Quand tu le revois, c'est agréable à regarder parce que tu découvres tout ce que tu n'as pas vu. Là, on n'est pas sur ce type de truc. Et du coup, c'est un peu dommage parce que ça aurait été l'occasion de le faire. Et en fait, le problème, c'est que je pense qu'avec le personnage de Bran, du coup, il tranche pas vraiment parce qu'en fait, on sait pas trop si. Parce qu'on pourrait du coup le voir vraiment comme un gros mastermind, mais j'ai l'impression que la série assume pas vraiment cette lecture-là du personnage non plus, en fait. Bah, moi, j'ai l'impression que du coup, ils savaient qu'ils allaient avoir, tu sais, des décalages. Mais ça, je trouve que c'était un peu le problème de Myrrine, dont vous avez parlé à l'épisode précédent. C'est-à-dire de Myrrine, tu sais, elle part un peu en la fleur au fusil, tout va bien, j'ai laissé la boutique à Daario. Tu sens qu'à un moment, ils se sont peut-être dit, peut-être Myrrine, il faudrait que ça se termine par cramer et que ça se termine pas bien. Ça aurait pu être un premier échec de Daenerys avec un truc qui aurait pu être amené de manière très bourrine. Mais tu sens que comme ils voulaient pas montrer que Daenerys elle allait devenir méchante pour garder un peu leur twist de fin, tu vois. Ils font pas l'effort d'anticiper un peu les événements pour essayer de garder la surprise. Mais du coup, tu te dis, est-ce que c'est plus intéressant la surprise ou c'est plus intéressant que les gens regardent la série à chaque fois en se disant, ah putain, ça c'est bien foutu, tu vois. C'est marrant je pense qu'on en reparlera dans les prochains lives, mais oui, sur Daenerys, clairement, oui, là pour le coup, ils ont mal préparé le truc, ou plutôt ils l'ont pas préparé, ça c'est clair. Hein. C'est marrant ce que tu dis sur Daenerys, parce qu'il y a justement, on nous dit dans le chat qu'il y avait des passages, il y avait des... Pour Daenerys, son passage en Mad Queen, il y avait plein d'indices, mais que l'évolution est mal dosée vers la fin. C'est des indices très subliminaux quand même, parce que le problème c'est que la Daenerys où on en est là, il y a encore pas très très longtemps, c'est quand même la Daenerys qui, parce qu'il y a un de ces dragons qui a mangé une petite fille, elle perd Drogon et elle enferme les deux autres. C'était la Daenerys pas si ancienne que ça, et là on nous présente encore une Daenerys qui a à cœur l'intérêt du peuple quand même. Du coup, le fait qu'elle crame une ville entière quand même dans un basculement de folie de quelques secondes, moi je trouve que c'est quand même mal amené. Alors oui, dans la dernière saison, il y a la bataille de plomb. La bataille dont on va parler ne peut pas être considérée comme un foreshadowing. Non, parce que là, sur cette bataille-là, elle est sur son dragon, elle crame des soldats, c'est la guerre, c'est une bataille. Ça, c'est pas un symptôme de folie que d'utiliser ton dragon dans une bataille. Sinon, tu n'utilises pas ton dragon, mais bon, c'est un peu con. Ah, ça y est, on est sur l'ambiance Black Moonlight, comédie romantique. Là. Ah oui, alors là, ça c'est le pire de cet épisode-là, c'est quasiment toutes les scènes à Père Dragon. Ouais, et puis les sous-entendus pas subtils, qu'est-ce que vous avez fait? On a fait plein de choses. Les petits visages de Missandei qui sourient en mode vraiment pain beige de collège, là. On dirait on dirait deux adolescents dans une série télé bas de gamme. On est sur du teen movie. C'est une teen movie dans les collèges américains. Et encore, du mauvais teen movie, hein, parce que des fois t'en as des bons, mais là on est pas sur du bon. Hein. Ah oui, Alors après, du coup, je reviens quand même sur les décors. C'est quand même assez impressionnant cette caverne. Je sais pas si elle est naturelle, mais si elle l'est, elle est quand même juste ouf. Cette espèce de taillade là, comme ça, c'est quand même. C'est clair que si elle l'est, j'aimerais bien savoir où elle est pour aller la visiter, parce qu'en effet, c'est très joli. Ça m'étonnerait pas que ce soit un truc en Islande ou une connerie comme ça, mais je sais pas s'ils ont tourné en Islande sur cette saison. Mais après, c'est du studio, tu vois, quand ils sont dedans, je pense, mais. Ouais, je saurais pas te dire. Je pense que l'entrée, ça doit être une vraie. Après, à l'intérieur, je pense pas, mais. Alors, la réserve de Vert Dragon, Super Dragon, moi, ça me fait tiquer. Hein. Parce que je trouve que quand Stannis part au mur avec Mélisandre qui lui dit la bataille contre le froid, ce sera là-bas, le mec, ça a l'air quand même d'être à côté du château. Oui, puis il y a une grosse ouverture. Ouais, et puis il y a des dessins qui montrent quand même des trucs et tout ça. Enfin, je trouve que c'est trop bizarre d'amener ça, tu vois. Si tardivement, oui. Si tardivement, je pense que. Tardivement, ou alors, tu vois, il aurait fallu qu'il y ait une prise de Père Dragon au début. Ou dans la prise de Père Dragon, tu sais, je sais pas, les dragons, ils font péter un truc et ça ouvre un endroit qu'on n'avait plus vu, tu vois. Un peu comme nous, quand on redécouvre les cavernes de Lascaux, de Lascaux ou des trucs comme ça, où les mouvements de terrain, et du coup, ça a été retrouvé, tu vois. J'aurais trouvé ça malin, tu vois. Surtout que là, c'est pire que ça, parce que Jon vient spécifiquement à Père Dragon parce qu'il sait qu'il y a une réserve de Vert Dragon à Père Dragon. Parce que Sam lui a dit, quoi. Oui, donc visiblement, l'information a l'air officielle et connue. Hein. A priori, c'est pas un secret, quoi. Donc c'est pire que ça. Si t'as Wikipédia, tu le sais, quoi. A priori, les maîtres sont au courant, en tout cas. Il y a eu un petit accent quand même, je le note pour mon big note. Je l'ai entendu. Et là, du coup, c'est pareil, les peintures rupestres, on nous reclaque, du coup, les spirales des White Walkers qu'on a vu au premier épisode, oui. Voilà, qu'on revoit de temps en temps, mais bon, on n'a pas plus d'infos que ça. Si ce n'est que bon, c'était la spirale originelle qui leur a donné vie, mais...
Par Moi, contre, on notera quand même que les enfants, le peuple des enfants, pratiquaient visiblement la fake news parce que bizarrement, sur leur peinture, ils précisent pas que c'est eux qui ont créé les autres. Oui, juste attention, c'est chaud. Hein. Voilà, visiblement, ils ont évacué leur responsabilité. Ils se sont fait pomper une partie de l'histoire, tu sais, genre. Voilà. Vas-y, papa, c'est quoi les autres? Toi, ta gueule. Parce qu'on les voit faire alliance. On les voit faire alliance avec les humains pour affronter les autres, mais ils précisent pas que c'est eux qui ont créé les autres, a priori. ouais. Là, cette information, on s'en fout, le spectateur l'a déjà. Oui, bien sûr. Tu vois, Mais du coup, comme ça. c'est à noter que les enfants de la forêt sont pas très, Mais, tu vois, très honnêtes sur la réalité historique. Voilà. Et ça fait partie, tu vois, de ces petits trucs où je trouve ça. Je continuerai toujours à trouver ça dommage parce que il y a moyen, je pense, à peu de frais, de faire quelque chose de mieux. Et je sais pas pourquoi ça m'embête, ça m'attriste vraiment que ça soit pas mieux là-dessus. En fait, tu vois, sur ce genre de truc, parce que je trouve que l'idée, il y a une caverne avec des peintures rupestres, je trouve ça super cool parce qu'on n'a jamais vu ça à Westeros, tu vois. Et ça ramène un truc, ça fait aussi référence à notre histoire à nous, ça peut être vachement sympa, tu vois, comme idée. Ça crée un background Et, aussi. Ça te crée un grand background à ton histoire et à ton monde qui, tu dis, il est pas si récent que ça. Ouais, c'est ça En t'amène une un seule espèce de truc que je trouve que ça met du lore, mais du lore très très lointain, et c'est très, je sais pas, je trouve que c'est intéressant comme idée, et le fait que ce soit traité un peu, parce qu'il faut que les personnages aient l'information, tu vois, c'est vraiment de la mécanique de scénario, où tel personnage doit avoir l'information pour la donner à machin, de manière à ce que machin il l'ait, comme ça, si jamais il l'a, et ben à tel moment il pourra faire ça. C'est un peu lourdingue. Ouais, mais là, je pense qu'on en arrive au problème de la série. Là la série cavale un peu. Hein. Ils n'ont pas suffisamment de temps pour faire la traiter. preuve, Varys et Tyrion se téléportent à la sortie de la caverne. On ne peut pas attendre d'être rentré au château quand même. Ah bah de toute façon, là, dans cet épisode-là, la téléportation, enfin dans cette saison-là, c'est là où on commence, où la téléportation s'amplifie énormément, parce que les plans où ils sortent de la caverne, j'ai eu l'occasion du coup de les mater sur grand écran, enfin avec un vidéoprojecteur. Et c'est assez cool quand même. Et l'espèce de plan où il marche là, le long de la plage et qu'il y a les dragons au fond, je me suis dit, c'est quand même vachement cool de pouvoir mater ça sur un écran plus grand qu'une télé, quoi. Ah, mais moi je trouve que dans cet épisode-là, il y a un paquet de plans qui sont franchement très très beaux. Hein. Là, quand ils marchent tous, bon, ils font un peu groupe de métal en photo de promo, mais. Non, moi je trouve qu'il y a quelques plans qui franchement marchent du feu de Dieu dans cet épisode. Hein. Au niveau du visuel, je trouve qu'il y a des trucs. Les décors sont très beaux en fait. Ils ont aussi. Ouais, mais tu vois, le réalisateur a quand même le bon goût de savoir les filmer, quoi. Tu vois, ça pourrait être. Il pourrait juste cadrer, tu sais, ces personnages en champ contre champ. Et là, il y a un espèce de plan où il y a tous les personnages alignés qui sont placés aussi par rapport à leur rang social, par rapport à Daenerys, un peu. Et avec les dragons qui passent en fond et tout, je trouve qu'il y a une petite alchimie sympa, quoi. Et là, pour le coup, c'est une constante, je pense, en effet, du réalisateur qu'on voit bien sur les deux épisodes, parce que c'est pareil, dans l'épisode suivant, quand Daenerys exécute les Tarly, c'est pareil, hein, tu as une bonne mise en hauteur de Daenerys qui surplombe tout le monde, avec Drogon en fond en plus. Oui, on sent qu'il... Il y a une spatialisation de. Voilà, il surélève Daenerys, quoi. On sent bien que c'est la reine, quoi. Et puis c'est vrai qu'il alterne aussi bien les plans larges avec les plans rapprochés. Je trouve que le montage est bon. Ouais. Limite, c'est dommage au final qu'il ait fait que 2 épisodes, je trouve, monsieur. Ce brave Matt Shakman. Ils auraient peut-être pu enfiler plus sur la dernière saison. On aurait peut-être. Je sais pas s'il fait partie des réalisateurs qui ont été retenus du coup pour House of the Dragons. Je crois pas. En tout cas, ça me dit rien, mais moi ça me dit rien non plus. Ça n'apparaissait pas dans sa bio, donc a priori je dirais non. Mais bon, après on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais. Et donc oui, là, je disais ce dialogue. Où Jon dit à Daenerys que si elle brûle des villes et des châteaux, elle sera comme les autres. À la limite, c'est pareil, je trouve que ce dialogue-là, quand tu le replaces dans le contexte de la fin, est pas mal. Mais du coup, c'est pareil, c'est survolé, quoi. Hein, c'est pas non plus... On creuse pas plus que ça. Le dialogue avec Tyrion aussi est intéressant, parce que elle lui dit qu'il a fait que des mauvais choix. Il y a l'idée qu'il va falloir débarquer les Dothraki à un moment il propose de faire le blocus de Port-Réal. Il y a plein de choses qui sont proposées et qui sont un peu jetées juste après, dont on parlera plus.
Là, sachant que moi, ça je reste là-dessus, moi sur mon truc, c'est que je comprends pas, la série ne justifie pas vraiment pourquoi Daenerys tue pas le match à ce moment-là avec Cersei, parce que moi je suis désolé, t'as 3 dragons adultes, tu débarques à Port-Réal, et normalement tu prends le donjon rouge assez facilement, quoi. En fait, moi je trouve qu'à la limite, ils auraient dû faire à ce moment-là peut-être qu'elle contrôlait plus que Drogon, tu vois. Qu'ils auraient été, qu'ils soient déjà un peu acculés en fait à ce moment-là. Mais je pense que ça fait partie de ces espèces d'allers-retours un peu étranges. On en parlait en préparant l'émission, les allers-retours que font la saison 7 et 8. Tu vois, ils terminent pas l'arc de Port-Réal, ils le mettent en pause, ils vont affronter les autres, ils reviennent, ils reprennent cet arc en étant à Père-Dragon, tu vois. Il y a un truc qui marche pas en termes de stratégie et de configuration géographique. Parce qu'à la limite, qui est bizarre. Ouais. Ils auraient peut-être pu introduire un truc comme quoi le fait que Rhaegal et Viserion n'étaient pas chevauchés par quelqu'un, elle les contrôlait au moins bien que Drogon, et que du coup elle pouvait pas les embarquer éventuellement, que seul Drogon, elle le contrôlait réellement complètement, mais même ça ils l'ont pas fait. Donc. Alors on arrive sur le duel de poseurs un peu, ouais. Parce que Arya qui affronte Brienne, c'est quand même un peu ça. Moi je trouve que ça la rend antipathique, Arya, là-dessus, ça fait vraiment, hey, regarde, je viens me la péter quoi. Bah, elle se la pète trop, ça c'est sûr. Après, là on est en plein dans le fanservice. Après, c'est pareil, moi je trouve que la scène est quand même jolie, bien chorégraphiée, mais c'est clair qu'au niveau ce que ça apporte, en l'occurrence, c'est pas grand-chose. À un moment, elle fait une parade. Alors, c'est peut-être un peu dur d'en vouloir à la série pour ça, à ce moment précis, à cette saison précise. Mais Arya, elle fait une parade sur le tranchant face à la lame de Brienne. La lame, elle explose. Normalement, aiguille. C'est un fil de fer, ça. Ce n'est pas du tout une arme qui sert à parer, quoi. Ouais, aiguille, elle devrait pas supporter le choc. En effet, l'aiguille devrait se briser. Ouais. La taille de l'épée. De manière générale, si vous êtes intéressé par tout ce qui est analyse de chorégraphie, alors je le citerai pas souvent parce que des fois il m'énerve ce youtubeur. Histoire appliquée a fait une analyse des duels de Game of Thrones, vraiment spécifiquement les duels, en essayant de voir, tu vois, en AMHE, donc en arts martiaux historiques, qu'est-ce qu'était vraiment de l'esbrouf de cinéma et qu'est-ce qui pouvait sembler un peu crédible. Et il y a ce duel-là qui est analysé, vous pouvez chercher la vidéo. doit s'appeler les duels de Game of Thrones. Après, ce qui est pas mal du coup dans ce duel-là, c'est qu'on voit bien la différence de style de combat entre les deux. Ça, c'est bien fait. Là, je trouve qu'ils se sont jamais ratés dessus, tu vois. Mais ce qu'on dit dans le chat, c'est qu'elles ont beaucoup travaillé pour ça aussi. Hein. Les deux actrices se sont vraiment entraînées longtemps pour réussir à faire une chorégraphie. Ah bah oui, tu sens qu'il y a du temps derrière. J'enlèverai jamais le travail. Je me demande juste l'utilité de la chose, quoi. Maisie Williams, donc qui joue Arya, s'est entraînée. Elle est droitière de base, mais Arya est gauchère et elle combat de la main gauche. Donc, c'est un petit détail qui a été gardé. Alors, est-ce que c'est un foreshadowing aussi, pareil, pour la scène de fin avec le roi de la nuit? C'est possible aussi. Alors, toujours dans ces ambiances, on a tourné dans le sud, on arrive au Pays Basque avec cet escalier qui est depuis pris par toutes les foules, qu'il est impossible de visiter alors qu'avant c'était déjà connu, mais voilà. Oui, qui doit être un peu abîmé par les hordes de touristes, sûrement. C'est ça, donc du coup c'est au Pays Basque ce truc-là. Parce que je sais que mes parents genre, ont été le visiter, ils n'étaient pas du tout au courant que c'était dans Game of Thrones, ils se sont retrouvés mais dans un truc qu'ils n'imaginaient pas, tu vois. Genre ils pensaient qu'il allait y avoir du monde, mais sans plus, et en fait on était juste après la saison... Par contre, ça avait été tourné, juste un petit aparté, c'est comme sur Littlefinger, en plus là il repart dans le cycle des petits regards en coin de comploteurs, ça c'est pareil, c'est insupportable aussi, je trouve. Le pauvre Littlefinger, il est maltraité quand même. Bah, le problème c'est qu'en fait, là moi je ne comprends pas ce qu'il fait là, Winterfell. Alors bon, visiblement il essaie de manipuler les enfants Stark, mais le problème c'est que là il est au courant qu'il y a quand même Jon qui est censé être le roi du Nord, qui est Daenerys avec ses dragons. Là-dessus il s'en occupe pas du tout, visiblement. Il veut s'accaparer la famille Stark, mais alors pour en faire quoi, puisqu'a priori c'est quand même Jon le chef des Stark, et qu'il y a Daenerys qui est la reine avec ses dragons, visiblement ça, Littlefinger s'en contrefiche complètement d'essayer de manipuler ces gens-là. Non, mais je crois que c'est maladif chez lui, le complot, finalement. Ouais, sûrement, ouais, mais là, c'est pareil, au départ il était plutôt bon en complot, là je vois pas bien ce qu'il cherche à obtenir en fait, en restant Winterfell. Bon déjà je comprends même pas ce qu'il a fait... Parce que bon, filer Sansa à Bolton pour ensuite faire la guerre au Bolton, bon, la logique m'échappe aussi un peu. Enfin. Alors on arrive sur la séquence de dialogue un peu avec Missandei et Davos, là, où je me suis demandé en regardant l'épisode, en sachant qu'à un moment, parce que c'est pareil, une fois de plus, je vais citer le bouquin de James Seabird, le Fun tue pas le dragon, mais les showrunners ont eu l'ambition que Davos tombe amoureux de Missandei.
Heureusement On a qu'ils évité le pire. ne l'ont pas fait. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Liam s'est opposé à cette idée. Merci Liam. Merci Liam. C'est pas du tout dans l'esprit du personnage. Je viens de créer une relation avec Shoren qui a été brûlée. Je peux pas. C'est complètement incohérent de faire ça. Mais je me demande si ce dialogue n'est pas un résidu, tu sais, d'un script modifié où il fallait qu'il y ait des regards, tu vois. Mais c'est pareil. Liam Cunningham, là, lui, il rentre dans un cycle Monsieur Van. Ouais, mais là, tout ça, c'est très comédie romantique. Hein. Tout ce qui est Hyper Dragon, c'est lourdingue. Hein. Oui. Parce qu'en fait, à part l'arrivée de Théon, là, où je trouve qu'il y a une vraie tension, je me suis dit, oh putain, ça c'est cool. Ça j'aimerais le voir dans le livre, tu vois. Théon qui retombe sur John. J'aimerais bien savoir, ce sera sans doute très différent parce que le John est peut-être moins sanguin que le Jon Snow de la série. Mais ça m'intéresse, tu vois, dans l'absolu, te dire, ce personnage revient. Tout le monde ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé. Il y a quand même un énorme passif. Ceci dit, tu vois, pour Liam Cunningham, ça expliquerait aussi peut-être que, du coup, comme ils n'ont pas gardé cette idée, ça expliquerait qu'il l'ait peut-être cantonné à Monsieur Van, ne sachant plus quoi faire du personnage. Ils se sont dit, on va lui faire sortir les petites blagues à chaque épisode, c'est possible aussi. Mais Liam Cunningham, on en parlait la dernière fois, moi j'aurais fait se terminer son arc plutôt... je comprends pas qu'il soit... à la mort ouais, ou même un peu plus tard à la limite, mais ils ont eu plein de portes de sortie pour lui et ils n'ont jamais utilisé parce que je pense parce que l'acteur était sympa, qu'il avait envie de rester et que ça se passait pas très bien. C'était un bon point sur des petites choses qu'on nous a dit dans le chat et j'ai pas eu le temps de vous les dire, mais apparemment les épéistes qui ont essayé de refaire la scène de fight Sansa Brienne, c'est pas réalisable. Donc on voit qu'il y a beaucoup eu de montage pour rendre ça réalisable, effectivement. Ah bah oui. Il y a eu énormément de montage. Ah oui. Et c'est super aussi monté, ouais. Que Tyrion, effectivement, on n'a pas assez parlé, mais Tyrion devient très mauvais dans cette. À partir de maintenant, tous ses plans tombent à l'eau systématiquement. Il n'y a plus rien qui. Il propose que des plans mauvais, de toute façon. Alors que c'était quelqu'un qui est censé être le mec intelligent de la série. Ouais, et puis il devient à moitié dépressif. Et il y a des espèces de regards, moi, que je trouve dans la saison qui sont un peu chelous. Genre, tu sais, Daenerys, elle tombe amoureuse de Jon Snow. Et genre, Tyrion, il est jaloux. Et je trouve ça nul. Mais alors nul. Mais en fait, à la limite, je trouve que dans le dialogue que Daenerys a avec Tyrion, elle soulève peut-être un lièvre quand elle lui fait remarquer qu'il n'a pas l'air très motivé à ce qu'elle aille casser la gueule à sa famille. À la limite, peut-être qu'inconsciemment, dans le refoulé, peut-être que Tyrion propose des plans merdiques parce qu'il veut sauver sa famille. C'est possible. C'est beau de vouloir sauver les scénaristes. Non. Mais, du coup, c'est vrai que cette idée jetée en l'air par Daenerys, c'est peut-être pas si bête que ça au final. Peut-être ça en fait. Alors ce décor, moi je le trouve fou. Hein. Oui, décor de la. Il y a un décor Far West assez fou. Ouais, ça amène une espèce de truc de Far West. Mais je pense que tu sais, genre Sergio Leone a dû aller tourner là-bas, tu vois. C'est ce que j'allais dire, oui, on se croirait chez Sergio Leone. Là, tu rajoutes Clint Eastwood, une meule de foin qui passe derrière, soufflée par le vent. Je trouve que ça ajoute un espèce de truc, tu vois. Tu vois, si la série sur Rhaenyra, elle commence à ressembler à The Mandalorian, peut-être ils tiennent un truc. Hein. Non, mais tu vois, le western, je trouve que c'est un truc qui est intéressant à Westeros. C'est que c'est mauvais jeu de mots mis à part. Je trouve que c'est un truc qu'on n'a pas trop eu. Et vraiment, je trouve que cette patte-là de la série dans cette saison-là est pas dégueu, quoi. Ça amène une ambiance qu'on connaissait pas jusqu'à maintenant et ça permet du coup de découvrir des lieux qu'on n'a jamais vus nous en tant que lecteurs et ça j'ai trouvé ça intéressant quand je l'ai regardé, même si j'ai regardé très tard. C'est tout ce qui était au jardin, Castral Rock, c'est des lieux qu'on n'a jamais découverts et qu'on a très envie de découvrir dans les bouquins et qu'on n'a jamais vus. Et qu'on voit un peu dans la série, mais pas beaucoup du coup. Pas beaucoup, mais il y a au moins ce petit truc. Je suis content de voir des nouveaux décors en fait à chaque fois dans la série. Quand il y a un matte painting de manière générale, je suis content. Donc faut pas. Mais du coup, on a encore une blague, on a encore le droit à une blague de Bronn sur le prénom d'Icon. Ça c'est. Ouais. C'est navrant. C'est devenu un mème, cette image de lui se marrant. Voilà. Puis, alors moi là, en plus j'ai un problème avec cette scène-là aussi, parce que quand Jaime lui fait remarquer que s'ils ont puni Olenna, c'est parce qu'elle a trahi sa reine légitime. J'ai l'impression que tout le monde oublie que la reine légitime a fait zigouiller toute la famille de Olenna quand même avant que cette dernière ne trahisse, parce que je sais pas si on peut vraiment appeler ça une trahison du coup quand même. Oui. Je sais pas, à partir du moment où tu luttes, la femme du roi, alors, je sais pas son beau-frère... Je pose la question s'il y a des gens qui sont plus experts que moi, ou même vous deux, hein, mais... Tu sais, sur tout ce qui est serment de féodalité à Westeros, est-ce qu'on a des
est-ce qu'il est vraiment à sens unique ou est-ce que, comme la féodalité, médiévale, il y avait le seigneur avait aussi des obligations. Tu vois. Ce qui est certain, c'est que normalement, le trône de fer avait des obligations envers la famille Tyrell, ça c'est sûr. Et normalement, dans leur alliance et dans leur vassalité, ils sont pas censés les igouiller, d'autant plus qu'au moment où elle les igouille, autant Cersei a une confrontation avec le Grand Moineau, mais bon, avec la famille Tyrell, à ce moment-là, ils sont censés être alliés en bons termes, a priori. Bon, entre-temps, la bataille a commencé, on a eu l'arrivée du dragon, on entend juste l'arrivée... Pas encore. L'arrivée du dragon. Pas encore, là pour le moment. Non, là pour le moment. Moi j'en suis au stade où ils se chient dessus un peu les soldats Lannister. Oui, là, voilà, avec la charge. on entend un bruit en fait. Ils se mettent en ligne. On entend un bruit et c'est ce qui les fait se mettre en ligne. Alors je sais pas si c'est le dragon ou les cavaliers qu'on entend. Là, non, c'est les cavaliers. C'est les cavaliers, pardon. Il y a un truc qui se tient, je trouve, en termes de stratégie, jusqu'au moment où le dragon arrive, bien sûr. Je trouve que là, il y a quand même un effort de fait qu'on ne reverra plus dans la série, de se dire, attends, les mecs, ils ont des cavaliers en face, il y a les lances d'un côté, et c'est très... oui, et puis la formation utilisée, c'est un carré autour pour protéger le ravitaillement, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y a une certaine logique stratégique. T'as un bouclier, t'as un mur de bouclier, les lances derrière, les archers derrière. Tu dois planter ces boucliers en croûte avec la pointe, tu sais, ouais, la pointe plantée dans le sol, à la charge. Je trouve que c'est assez cool. Oui, non, là pour le coup, c'est pensé. Mais toute la bataille, globalement, est bien pensée. C'est correct. Bon, les Dothraki, eux, la stratégie, c'est simple, charger. Voilà, bon, y a pas... Il y a des trucs super chouettes avec des espèces de cascadeurs qui tirent des flèches en sautant accroupis sur leurs chevaux. Là, je trouve ça super, par contre. Ça sert à rien, mais c'est joli. Voilà, soyons honnêtes. Ils sont très en mode cavalier mongol. Il y a quand même une petite prouesse de... Ah oui, non, par contre, effectivement, techniquement, ça doit être pas facile. Bon, Là, on s'arrête sur ce plan iconique quand même. Moi, là, je dis bravo, j'applaudis des deux mains. Cette arrivée de Drogon, c'est magnifique. J'avais fait une petite capture d'écran parce que... Tu as bien fait. Moi, limite, ça me dresse les poils, tu vois. Tellement je trouve ça joli. Non, il y a 2-3 scènes dans la bataille qui sont... Faut savoir qu'on a fait des pieds et des mains pour que Coco puisse faire le commentaire de cet épisode. Tout à fait. J'en voulais au moins un avec un dragon. Voilà. On me demande si les cavaliers se sont téléportés. Alors oui, c'est un gros problème. Alors oui, d'où ils arrivent. Oui, alors moi j'ai l'impression, ce que je disais en aparté, c'est que tu sais, tu joues à Crusader Kings et tu as le droit de mettre des points de ralliement pour ton armée. Et si jamais tu cliques sur le point de ralliement, ton armée elle apparaît là. Du coup, c'est un peu ça d'avoir vu. L'armée est vraiment apparue. Il n'y a pas d'éclaireur qui a vu arriver une armée entière. Déjà, le problème, c'est que où est-ce qu'ils ont débarqué, comment ils ont fait, parce que là, on n'est pas sur la côte non plus, donc ils ont dû se taper quand même une partie du chemin en cavalcade. Visiblement, les éclaireurs Lannister sont aux fraises, personne ne les a vus arriver, c'est un peu problématique quand même. Mais bon, surtout que c'est au milieu d'une plaine, donc pas voir arriver une horde de cavaliers dans une plaine, c'est quand même un petit... Je reviens sur un tout petit point de détail qui est arrivé un peu plus tôt, parce que là, moi, j'en suis au stade où le dragon est en train d'éclater le ravitaillement. Oui. T'as encore un peu d'avance, je pense que t'as une version un peu plus rapide. Au moment où les boucliers... au moment où la charge des Dothraki rentre dans le mur de bouclier où la musique se coupe, il y a une espèce d'enchaînement sonore, et je me suis dit, putain, cet enchaînement sonore me dit quelque chose. Effectivement, une fois de plus, ils ont pris en référence Le Seigneur des Anneaux. Si vous matez la charge des Rohirrim dans Le Retour du Roi, il y a la même ambiance sonore avec la même chute de cheval, tu sais, qui intervient à peu près dans le même timing, genre tac, 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 tu vois, c'est rythmé exactement pareil en termes de bruitage. Et là, c'est un peu le seul problème que j'ai avec cette bataille, c'est ça, c'est que Daenerys s'obstine à détruire tout le ravitaillement, et je comprends pas pourquoi elle fait ça. Surtout qu'il y a des soldats juste à côté. Je crois qu'on est dans la mécanique de Daenerys, ça devient « Ah, je peux pas la voir ? Eh ben, tu l'auras pas non plus, tu vois ?» Mais justement, elle pourrait la voir, parce que là, si elle gagne la bataille, elle va récupérer le ravitaillement, et c'est d'autant plus bizarre que dans le dialogue précédent, justement, ils ont évoqué les problèmes de ravitaillement de ses troupes. Moi, je comprends pas pourquoi Drogon crame pas les troupes plutôt que les chariots. Mais bon, passons. Ça, c'est pas très très logique, mais enfin. Parce que les chariots, ça explose et ça fait plein de petits bouts de bois qui oui, c'est vachement plus joli. C'est des navets à dynamite. C'est sûr qu'il y a une raison visuelle à ça, mais bon, c'est quand même pas très logique. On notera que Drogon est par contre à l'épreuve des flèches. Mais bon, ça par contre, c'est normal. C'est un dragon. Ouais, mais ça permet d'amener la baliste, en fait, du coup. Et du coup, oups, me faisait remarquer quand on regardait l'épisode pour le préparer, il y a un truc assez illogique à voir un Dothraki éclater un cheval, je trouve, en termes de mythologie. Oui, c'est un peu étrange, c'est le peuple des chevaux et le mec s'en prend au cheval pour...
Je veux bien que ce soit la guerre et tout ça, mais C'est vrai que c'est un peu étonnant. Ça m'a un peu, Par contre, ça m'a fait le même effet. je te confirme que t'as un chouïa d'avance sur nous quand même, je pense encore, Ouais. Chris. Oui, Ok. encore un peu. Attendez, j'attends un petit peu parce qu'il y a Bronn qui va se faire sauver par le scénario. Sous la Quelle forme d'une mauvaise foi. charrette. Ah non, mais Parce que celle-là, la charrette, quand elle arrive, elle est vraiment la charrette de Dieu. Hein. Parce que là, moi où j'en suis, c'est Deacon qui sauve Jamie en tuant D'accord, ok. Dothraki. Vous me dites quand Bronn il est en train de courir dans les flammes, je remettrai play. Ouais. Bah là, moi j'en suis, c'est la cavalcade, le duel, il va pas tarder à chuter. Moi, il va se faire couper la patte de son cheval. Voilà, j'en suis juste avant le coupage de pattes. Et donc encore un cheval mort au champ d'honneur, hein. Ça c'est triste, mais bon. Avec Bronn qui fait un lancer de couteau improbable, parce que pourquoi pas. Oui. Ouais, bon, ça se tente. Bon, après, je veux dire, c'est pas plus illogique que bon nombre de batailles à non, mais pourquoi pas. On tape un peu sur les problèmes de scénario. C'est pas le plus dégueu non plus. Hein. C'est logique à un moment quand tu dois scénariser une bataille de faire des choix. Est-ce que qu'en plus, chariot ou pas? Non, mais c'était pas forcément méchant pour une fois. C'est imminent. Ça y est, le chariot, j'y suis moi. Le chariot du destin est passé? Ouais. Oui. Ok, j'ai relancé du coup. Et du coup, oui, parce qu'en plus, c'est pareil, il y a une bonne synergie du coup entre Drogon et les Dothraki, parce qu'elle leur crée une brèche pour qu'ils y passent. Non, ça c'est pas mal. En plus, moi j'adore bon, c'est un faux plan séquence, mais cette scène avec Drogon qui le survole, on sent bien les flammes, les cendres, tout ça. Moi je trouve que cette scène est quand même vachement bien foutue. La baliste, ça fait vraiment très. Il y a le Hobbit qui est sorti il y a pas très longtemps, je trouve. Bah, alors ça, les balistes. Non, mais tu sais, le côté baliste versus dragon et la manière dont c'est amené dans le Hobbit, du coup, ça m'évoque vraiment ça. Hein. C'est fou. Bon, moi j'ai une petite pensée pour ce pauvre Dothraki qui se fait empaler comme une brochette. Oui, avec un truc qui peut tuer un dragon, c'est un peu violent. On nous fait une remarque qui est assez intéressante, c'est les Français qui foncent avec leur cavalerie contre les archers à Crécy et à Poitiers. C'était pas logique. Ah oui, exactement. Oui, c'était pas logique non plus. Ouais. C'est pas faux. Ouais, mais alors après, à Crécy, il y avait d'autres problèmes qui se sont posés, mais bon. Ouais, il y avait une organisation douteuse aussi. Il y avait une organisation douteuse, c'était boueux aussi, pour la cavalerie, c'était pas terrible. Et puis c'est surtout, les arcs anglais étaient beaucoup plus efficaces que les nôtres. Ils avaient pas la même portée. Hein. Ils avaient une portée beaucoup plus longue, disons qu'ils avaient un avantage technologique sur nous, qui nous a un peu foutu dedans. Voilà, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai l'impression que les fumées en fait forment des ailes de dragon, ou alors c'est moi qui surinterprète, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté. Peut-être, ouais, un peu, ouais. Écoute, moi je ne l'ai pas vu, ce qui serait étonnant vu comment je suis dragonophile, mais bon, après ça a pu m'échapper. C'est possible. Tu vois, j'aime bien cette petite scène de Tyrion qui regarde du haut de sa colline en mode oh la guerre c'est moche, c'est pas beau. Mais du coup, c'est d'autant plus étonnant ce qui se passe en saison 8 en fait. Je trouve que cette bataille, elle vient faire écho vraiment à la bataille de Port-Réal, dans sa suite d'ailleurs, dans la manière dont c'est filmé après. Et je trouve ça chelou en fait, que les personnages, tu sais, on a l'impression qu'ils l'ont pas vécu en fait. C'est vraiment le kind of forgot quoi. Bah après, sachant que moi, je maintiens, hein, après il y en a qui peuvent avoir un avis différent, mais en soi, je considère pas que le fait que Daenerys crame des gens pendant une bataille avec son dragon, ce soit un signe de... Non, mais que d'un coup, tu sais que Tyrion il se réveille une deuxième fois à Port-Réal. Ah oui, t'es là, oui, ça fait... Enfin mec, tu l'as vu une fois déjà quoi, faut pas déconner. Par contre, c'est pareil, cette scène elle est magnifique, je trouve, hein, quand Drogon survole l'eau, qui recrame, et qu'on voit Jaime qui voit les guerriers réduits en poussière. Cette scène est très très belle. Et je trouve que sur Tyrion, du coup, ils ont raté quelque chose avec le côté, tu sais, montrer l'angoisse du personnage qui se dit j'ai pas envie de rester, tu vois. Parce que ce personnage-là va. Mais si je reste pas, elle me tue, tu vois. Je trouve qu'ils ont raté le fait de pouvoir le faire. C'est dommage. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à développer, une espèce de prise d'otage de la part de Daenerys, de Tyrion, tu vois. Et alors là, la série aussi, je trouve, commence un petit souci sur la baliste. Parce qu'en fait, on voit quand même sur cette scène-là que la baliste, ça peut marcher, mais que c'est pas non plus efficace et pratique que ça. Ouais, c'est pas une mitraillette non plus sur la... Après, Drogon, il est plus gros que les autres. Je sais, ça n'excuse pas, mais... Ouais, mais là, on voit quand même que la baliste, c'est un peu difficile à manier, que c'est pas si facile que ça, que même quand tu touches le dragon, bah, ça le transperce pas de part en part non plus, a priori. Alors que quand ce pauvre Aegal va se faire mitrailler, on a l'impression, je sais pas, elles ont une pointe en métal, je sais pas ce que c'est, mais j'ai quand même l'impression que
les balistes que Rhaegal se tape dans la dernière saison sont vachement plus puissantes que la baliste de Bronn, quand même. Hein. Ouais, c'est des histoires de dosage. Hein. Les dragons, c'est pareil, il y a un dosage. Tu sais, selon comment ça arrange le scénario, c'est pas dosé pareil. Là aussi, jolie scène quand Drogo crame la baliste, c'est pas mal avec l'atterrissage derrière. Puis j'aime bien, c'est le petit coup de queue rageur après pour la finir. On a l'impression qu'il boude un peu. On a l'impression qu'il boude un peu. C'est vrai que cette saison, elle avait un problème parce que le climax, il est là en fait. Je trouve. Ah oui, complètement. Enfin, ils essayent de faire mieux avec le Suicide Squad derrière, mais ça ne marche pas du tout. Ah non, on peut dire que ça marche pas. Mais même quand tu vois visuellement ou en termes de bataille, tu vois, ça ne fonctionne pas aussi bien que là. Parce qu'il y a des enjeux des deux côtés émotionnels, tu vois, là, ici. À la limite, je trouve que le climax qui aurait pu être pas dégueu aussi, c'est quand Viserion revient à la vie avec ses yeux bleus, tu sais, quand il ouvre ses yeux. Je trouve que cette scène-là est sympa aussi. Oui, mais c'est plus attendu. Oui, ouais. J'attends. Après, pareil, moi j'adore cette scène. Avec les affiches. Ouais, j'adore cette scène de Jaime qui tente le tout pour le coup. Bon alors, c'est un peu con, hein, parce qu'il y a peu de chances que ça marche quand même, mais je trouve que c'est joli, comme j'avais dit pour la préparation. Je trouve qu'il y a un Rhapsode qui devrait faire une chanson là-dessus, il y a moyen de faire un truc sympa. Et puis il y a une inversion, on en parlait aussi, mais il y a une inversion, vraiment c'est le dragon qui retient la princesse et le chevalier qui vient le sauver. Et là, en fait, la princesse se débrouille très bien toute seule. Ouais, et puis moi, c'est ce que je disais, il y a un truc un peu de... Je pense que c'est une des survivances de ce que Martin essaye de dire à travers ses bouquins aussi, tu vois, parce que... Et je pense que la série développe encore un peu ça jusqu'à la fin, avec le personnage de Daenerys, pas forcément bien fait, mais cette idée-là, vu que Martin a été quand même objecteur de conscience, machin, tout ça, sur tout ce qui était Vietnam et compagnie, c'est quelqu'un qui déteste profondément la guerre, et le fait de dire, attention, cette arme est surpuissante, le dragon en l'occurrence, ou la bombe atomique, tu prends ce que tu veux, attention à qui tu la donnes. Je trouve que c'est une des choses que lui développe à travers le Game of Thrones, et c'est une des choses que lui développe, que les showrunners arrivent encore un peu à développer. Et du coup, le fait que Jaime s'en prenne à la personne qui peut appuyer sur le bouton, c'est d'une logique implacable. C'est vraiment... Et puis en plus, tu es dans la continuité, je trouve, de Tywin, avec les Nospour, qui dit... Est-ce qu'il vaut pas mieux tuer 10 personnes plutôt que 10 000, tu vois? Et vraiment, je trouve qu'on est encore dans ce cycle-là de traitement de la violence, en tout cas. Et puis c'est vrai que dans la symbolique, la scène est pas mal, parce que d'habitude, la princesse est prisonnière du dragon. Là, la princesse, c'est le dragon. Le chevalier ne vient pas sauver la princesse, il vient la tuer parce qu'elle contrôle le dragon. C'est très dans le style de Martin d'aller à l'encontre des clichés et de les retravailler à sa sauce. Le seul gros souci de cette scène, c'est sa conclusion. Parce que déjà, Bronn sort de nulle part aussi. Il apparaît, on ne sait pas d'où. Mais Bronn, il est un peu hypé par le scénario, en fait. Il est un peu aidé par le scénario depuis le début. Donc, il fait des G20 en permanence. C'est un gros boss de fin de niveau, on est d'accord. C'est ça. Et puis, c'est pareil, moi j'ai un petit souci avec cette scène-là, c'est qu'ils sont en bord de fleuve. Le moment où ils tombent dans l'eau, tu as, je sais pas, 30 mètres de fond, à peu près. C'est un peu bizarre comment l'enchaînement bord de rivière et... J'ai trouvé ça très joli, ça m'a évoqué des plans de Skyfall de Sam Mendes. Alors oui, le plan est joli. Dans le final, tu sais, sous l'eau, avec les flammes au-dessus, ces espèces de orange et de bleu qui se mêlent. Je trouve assez esthétique quand même. Le plan est joli, le seul problème c'est que je trouve que pour le coup le montage passe parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont... Parce que le cheval à pied, donc... J'ai l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de profondeur pour en arriver aussi vite. C'est uniquement pour la beauté de la scène. C'est un fleuve espagnol, hein, c'est-à-dire qu'en été, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Oui. Mais bon, en tout cas, moi, je reste sur mon avis. Je trouve que cette bataille, c'est la plus efficacement mise en scène des 8 saisons. Elle n'est pas trop longue, pas trop courte. La stratégie mise en place par les deux armées est plutôt cohérente. Oui, et puis elle était assez surprenante, je pense, parce que du coup, je sais pas vous, moi je crois qu'on me l'avait spoilé, parce que, pour votre rappel, moi j'ai maté les saisons 6, 7 et 8 en 2019. Et du coup, je trouve que, tu vois, il y a une petite surprise quand même dans le fait que tu l'attends pas la bataille, tu vois. Tu te dis... Parce que c'était devenu tellement mécanique dans Game of Thrones que les sous étaient à la fin de la saison que du coup... Puis c'est vrai que t'as un bon... Épisode 7-8 sur cette saison, ça doit être... enfin non, épisode 7, puisque du coup il n'y a que 7 épisodes. Épisode 6-7, ça va péter, mais sinon au-delà... T'as un bon suspense dans le montage avec la progression. Ils entendent d'abord les cavaliers, puis le dragon. Là, il commence à se décomposer en se disant mince, on s'y attendait pas, c'est problématique, comment on va gérer le dragon. Il y a un vrai rythme, il y a un vrai rythme dans la bataille qui fait qu'on s'ennuie pas, qu'il y a une progression, et elle est suffisamment courte en fait pour pouvoir enchaîner des scènes différentes. Et
ils sans font s'ennuyer. quelque chose qu'ils auraient dû faire après dans le Suicide Squad, parce que bon, l'épisode du Suicide Squad étant ce qu'il est, mais je trouve que je comprends la logique financière, c'est-à-dire le Suicide Squad c'est un épisode très cher, je pense. On va le faire en un seul épisode pour que ça nous coûte moins cher, parce que pour rappel, les acteurs étant payés à l'épisode, ça coûte moins cher de faire un épisode d'1h10 avec beaucoup de sous que de faire 2 épisodes. Mais je trouve que là, tu vois, il termine sur Jamie qui tombe dans l'eau et et tu reprends là l'épisode d'après, et c'est pas grave. Et t'as eu ton ellipse, et t'as eu le temps de t'en soucier un peu pour le personnage. Je trouve que le problème du Suicide Squad qui arrive après, c'est que les personnages créent leurs problèmes en se disant hey, on va aller chercher un... Ça y est, j'en commence à faire des imitations, c'est pas très bon signe ça généralement. Tu dis J'ai les pas osé le personnages. dire, mais tu t'es rendu. Moi, je dirais surtout que le problème dans le Suicide Squad, c'est quand même John qui crée beaucoup de problèmes, parce que c'est pareil, dans la scène du Suicide Squad, moi j'ai toujours pas compris pourquoi il décide de partir tout seul avec son épée, alors que Drogon est là, qui Non, mais commence à monter dessus. même pas ça, tu vois, c'est des personnes. Juste en termes de construction d'épisode, au début de l'épisode, ils se créent le problème. On va aller au nord du mur, récupérer un cadavre qui bouge. Hop, ils partent au nord du mur. Et à la fin de l'épisode, le problème est réglé, ils ont réussi, tu vois. Il n'y a aucun enjeu. En fait, un petit cliffhanger au moment où ils étaient tous coincés sur leur île, et puis tu reprenais après, narrativement, l'arrivée de Daenerys, avec ta petite ellipse d'une semaine, ou juste d'un générique, tu vois, quand tu vas le binge-watcher. Ça suffit, je trouve, à créer le temps qu'il fallait pour pas qu'on se dise non mais vous nous prenez vraiment pour des tanches là. Gendry il est retourné au mur en 15 minutes et il a été chercher Daenerys et ils sont déjà de retour, tu vois. T'avais une ellipse facile à cet endroit-là. Je comprends pas qu'il l'ait fait là, à cet endroit-là, pour créer un petit effet aussi. Jamie va-t-il mourir? Même si tu penses qu'il va pas mourir. Sachant qu'il y a aussi le problème, on sait pas trop non plus d'ailleurs comment Daenerys retrouve l'endroit précis où ils sont, parce que le nord au-delà du mur c'est vaste quand même, donc c'est pareil, je pense qu'elle a quand même dû galérer à un moment à chercher pour trouver où ils étaient. Il n'y a pas un panneau indicateur nous sommes ici. T'as Gendry qui arrive à aller tout droit de la bataille jusqu'au château de Port-le-Vent, alors retrouver une bataille au milieu de dragons. Il lui a fait un plan peut-être, il lui a fait un plan. C'est ça, il a fait un petit dessin. Puis, sauf que tu vois, il y avait quelque chose à développer sur cette histoire-là qui aurait pu être étirée et vraiment, il y aurait eu un enjeu, tu vois. Mais je trouve ça dommage, mais je pense que je comprends pourquoi est-ce que budgétairement ils l'ont pas fait, parce que c'était pas possible. Mais j'aurais vraiment adoré avoir, tu sais, cette espèce d'ambiance, quitte à le faire, tu vois, cette espèce d'objectif débile d'aller chercher un cadavre qui bouge de l'autre côté du mur. J'aurais trouvé ça intéressant que ça s'étire et que tu les vois en chier, tu sais, à repousser les attaques les unes après les autres sur leur bout de cailloux, et que ça thème et sur plusieurs épisodes, que ce soit amené un peu dans la longueur, ou que ça crée quelque chose en termes d'émotion et de tension. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas ça, quoi, parce que du coup, le problème est réglé tout de suite. Même si ça coûte cher sur un épisode, il y a moyen de mettre une ellipse dans l'épisode, ne serait-ce qu'en montrant les jours qui passent ou la lune qui s'agrandit et qui rétrécit, je sais pas. Il y a moyen de mettre des marqueurs temporels dans un épisode si ça coûtait trop cher. Ouais, c'est ça. Et en ralentissant un peu le rythme, en montrant que les mecs ils galèrent, on n'a plus de flotte, tu vois, c'est des problèmes tout cons, mais ça peut arriver. Sachant que le budget explique pas tout non plus, parce qu'au niveau du scénario, l'épisode Suicide Squad, il y a vraiment rien qui tient la route, parce que c'est pareil, moi j'ai toujours pas compris pourquoi on envoie le roi du Nord en personne. Non, mais c'est parce que c'est lui qui s'auto-désigne. Ouais, bah il est pas malin. Enfin, de toute façon, ça c'est pareil, c'est une grande interrogation sur les 2 dernières saisons. C'est que pareil, quand on voit les actions de John en tant que roi du Nord, on se demande pourquoi les hommes du Nord le suivent. Oui, parce que c'est un Stark, c'est le plus proche Stark qu'ils ont sous la main, mais sinon, à part ça, il vaut pas grand-chose. Bah moi personnellement j'aurais vite retourné ma veste pour soutenir Lady Stark plutôt que Lord Stark. Pour le coup ça apparaît un peu dans la dernière saison. Non, mais même dans l'épisode qui suit celui-ci, donc celui qui s'appelle Eastwatch by the Sea, donc Fort le Vent, qui est l'épisode 5 de la saison 7. Il y a des espèces de dialogues comme ça sur les questions de pourquoi est-ce qu'on continue à suivre cela, pourquoi est-ce qu'on suit ceci et tout ça. Je pense que c'est un peu abordé, mais il y a un côté, oui, Jon Snow étant tellement un homme d'action qui veut que personne ne soit blessé à part lui, que du coup il fait tout, mais du coup ça ne correspond pas. Mais à la fois, pourquoi pas traiter ce personnage-là en tant qu'objet très martinien, parce que Martin le dit
dans ses interviews, ce qu'il n'aime pas chez Tolkien, c'est, tu sais, le roi guerrier. Comme c'est un bon guerrier, bah, du coup, c'est un bon roi. Et comme c'est un bon roi, le royaume va bien. Du coup, montrer un peu que, bah non, un bon guerrier, ça fait pas forcément un bon roi. Et je trouve qu'il y aurait pu avoir quelque chose d'intéressant à développer. Chez Ce qu'ils Martin, avaient il y a quand développé, même- ce qui est développé avec Robert peut venir sur Jon Snow, du coup, tu vois. Chez C'est Tolkien, clair t'as que quand même le roi Robert, c'est guérisseur ça. qui est vachement mis en avant parce qu'on reconnaît Aragorn quand il arrive parce qu'il guérit, Ouais, je mais sais plus qui, il y a Faramir, je ça, mais crois, grâce. Faramir aussi. Et Oui, je le prends plus pour, tu sais, pour Théoden. Il y a l'idée, tu sais, que Théoden, comme il est malade, sa terre, elle est malade, et du coup, c'est vrai. et son royaume est malade. Et par contre, c'est un grand guerrier, donc du coup, quand il reprend du poil de la bête, bah, du coup, le royaume va mieux, tu vois. Tout est assujetti, et c'est un reproche que faisait Martin, et je trouve qu'il touchait un peu ça, vraiment, avec Robert Ah, Baratheon. Et Jon Snow est un genre de Robert Baratheon, un peu quand même. après, on peut Ah pas bah trop oui. comparer quand même avec Tolkien, parce que chez Tolkien, on est quand même plus sur un aspect très mythologique quand même. Non, mais je prends vraiment Tolkien comme, pas comme contre-exemple, mais comme référence de Martin, comme étant qu'est-ce qu'il a essayé de développer à partir de Tolkien. Tu vois. Ah oui, bah, C'est de toute façon, vraiment. Martin l'a déjà dit, ça, qu'en effet, Voilà, lui, c'est ça. bah, apparemment, il est fan de Tolkien aussi, mais lui, ce qui l'a toujours intéressé, c'est de voir ce qui se serait passé une fois que oui, la guerre contre Sauron est terminée, quelle a été la Ça. politique Il d'Aragorn. y a eu un écrit, hein, Tolkien avait commencé à écrire là-dessus, sur des trucs très très sombres d'ailleurs. Hein. Très une espèce de néo-culte de Sauron et compagnie, ça devenait. Et je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais vous pouvez chercher sur les internets ou on mettra peut-être un lien en description quand Sur- on fera la vidéo. Pas de T'es problème. en train de nous dire que Tolkien aurait pu faire du Martin avant Martin? Non, il n'aurait pas 100 pu ans faire du avant. Martin avant Martin, mais il avait commencé à écrire la suite en montrant que la menace ne s'achevait pas avec la destruction de l'anneau. Et il trouvait, finalement, il est revenu dessus, tu vois, c'est resté au stade de brouillon, parce que il trouvait ça trop sombre, tu vois. Pour lui, c'était trop. Non, il fallait pas dire ça aux gens, tu vois, un peu. Après, c'est vrai Trop que tôt aussi chez, dans la fantasy. Hein. chez Tolkien, au final, quand tu regardes moi je dirais que la grosse différence entre Tolkien et Martin, c'est que Tolkien, il y a toujours un espoir quand même qui demeure dans l'œuvre de Tolkien. La bonté, la gentillesse est toujours récompensée, alors que chez Martin, c'est pas du tout ça, quoi. Je vais essayer de te retrouver la référence avant qu'on Martin, termine ce live. il arrive aussi plus tard dans la fantasy et voilà, on a un peu dérivé par rapport à la série, mais ça a eu le temps de mûrir en fait toute cette histoire de un peu Ah, manichéenne. On a un peu fait un on trait dérive, dessus. Et maintenant, je trouve. Martin arrive après coup, quoi. Je trouve pas qu'on dérive tant que ça parce que du coup les références au Seigneur des Anneaux sont tellement, en Oui, tout cas en tant tellement qu'œuvre nombreuses, ouais. en tant que l'œuvre de Peter Jackson sont tellement référencées dans les 2 dernières saisons de Game of Thrones que je trouve que parler Surtout de dans la Tolkien, c'est pas dernière des saison. mais ils essayent de Surtout dans la dernière recopier, oui. saison, ouais. On nous dit alors 2 choses intéressantes, c'est ils suivent John parce que Lady Mormon, qui est très classe, et Oui. c'est vrai qu'ils ont fait de ce personnage quelqu'un d'important. Oui, Pardon. c'est vrai. Et, ouais. C'est et vrai aussi qu'il y a eu que Conan Mormon, avant Tolkien, et c'est vrai que Conan est aussi une source d'inspiration pour Martin importante. Alors je reconnais humblement, je n'ai jamais lu les Conan. J'ai vu les films avec Schwarzenegger, mais j'ai jamais aussi. lu les livres. Pareil. Mais je sais qu'il en a plusieurs fois parlé, Martin. Le premier film Conan avec Schwarzenegger étant d'ailleurs très très bien. Alors par rapport au bouquin, je ne sais pas, n'ayant pas lu les bouquins, je ne sais pas si le film rend justice au livre, mais le premier film est très recommandable. J'ai vu que le premier, je me suis arrêté là, j'ai pas voulu voir le deuxième. Le deuxième, il est vraiment kitschouille de cette époque. Oui, le C'est ce qu'on m'avait deuxième dit. tend un peu plus vers le nanar, je dirais. Mais bon, après, voilà, comme tu Ça. dis, c'est kitsch, ça peut faire bonne soirée entre potes. Bonne soirée nanar, hein, je pense. Hein. Voilà, c'est ça. Mais par contre, le premier est très très bien. Alors, on a apparemment un expert ou une experte, je sais pas, de Conan, qui nous dit que c'est anti-manichéen et réfléchit vraiment au rôle de leader dans les livres. Et donc c'est quelque chose d'assez moderne dans l'écriture de la fantasy. Bah, j'avoue que les Conan, ça fait partie de ma pile de livres à lire, mais je ne les ai encore jamais lus, donc je pourrais pas trop en parler. Moi, je les ai jamais lus sur Howard. J'ai surtout lu. Je les ai jamais lus, enfin sous leur forme écrite. Par contre, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant, qui est un espèce de cycle de BD qui a été entamé. Alors, je sais plus chez quel éditeur, peut-être Delcourt, peut-être Soleil, où ils changent d'équipe de production à chaque fois. C'est pas les mêmes scénaristes, c'est pas les mêmes dessinateurs, mais l'idée c'est qu'ils s'approprient une nouvelle à chaque fois. J'en ai lu quelques-unes de ceux-là.
Mais effectivement, il y a des choses. Je pense que Howard, comme Lovecraft chez Martin, ou Tolkien, c'est des références majeures. Et effectivement, Conan a ce rôle de le héros violent, quoi, si tu veux, à qui on passe un peu tout, quoi, quelque part. Ah, c'est sûr que Conan, il fait pas dans la dentelle. Hein, c'est pas. Il sort l'épée avant premier et puis il pose les questions après, éventuellement, voire il les pose pas du tout même, mais. En fonction de qui reste debout. Voilà, c'est ça. Mais sur le film de John Milius, par contre, si vous l'avez pas vu, allez le voir. C'est quand même un monument de la fantasy. Déjà, la bande son, la BO, elle est géniale. Hein. La BO c'est génial. Je sais pas, il y a une espèce de mise en scène. C'est un truc que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Et puis je trouve pareil que la prestation de Schwarzenegger, un peu dans son non-jeu, parce que c'est pareil, c'était au début de sa carrière, donc il parlait pas forcément très bien anglais à ce moment-là. Il est pas anglais d'ailleurs, il n'y a pas une histoire comme ça. Si. Bon, du coup, c'est très minimaliste, hein, il parle pas énormément, mais je trouve que du coup, son jeu ou son non-jeu colle, mais alors super bien au personnage. Du coup, je trouve que c'est peut-être même un de ses meilleurs rôles. Je trouve que le rôle lui va parfaitement dans ce film. Puis il y a quelques répliques cultes aussi dans le premier. Quand même. Tu penses à quoi en particulier ? J'ai plus la phrase exacte en tête, mais c'est au début où l'autre il lui dit que il aime quand ses ennemis lui disent où en trouver d'autres ou quelque chose comme ça. Après, j'ai plus la phrase exacte en tête, mais il y a quelques répliques assez bien tournées quand même. Et rien que pour la BO, franchement, rien que pour la BO, le film est très très recommandable. Alors j'ai retrouvé le texte de Tolkien qui s'appelle The New Shadow, du coup, qui est un brouillon de Tolkien. Le titre est pas mal. Qui devait prendre la suite du Seigneur des Anneaux, qui se passe après la guerre de l'anneau. Ça prend juste la forme d'un dialogue entre deux personnages qui parlent de la renaissance du mal, mais tu sais, très interne à la cité au Gondor, en fait, en gros, quoi. Ils sont en train de se poser des questions sur... Il y a des gens qui disent des trucs chelous, faudrait abattre les arbres, des trucs comme ça, tu vois. D'accord. Donc tu vois, c'est pas du tout la forme du Seigneur des Anneaux. Et Tolkien aurait arrêté au bout de 3 versions en disant non, j'arrive pas à trouver un moyen de rendre ça aussi lumineux que le reste. Du coup, je m'arrête là, quoi. Mais voilà. C'est vrai que ça correspondrait peut-être pas trop à sa nature profonde, quoi. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il s'est posé sur ce genre de questions qui sont pour le coup, je trouve, très, très martiniennes dans l'approche, en tout cas, de la manière dont c'est fait. Peut-être pense plus au problème des petits personnages entre guillemets, c'est-à-dire que deviennent tous les orques après coup, que deviennent tous les... Ouais. Parce qu'on parle rapidement de... Alors en fait j'ai relu le Seigneur des Anneaux récemment, ça j'ai bien en tête la fin, et il y a on parle rapidement de ce qui se passe avec les Haradrim qui sont graciés gentiment par Aragorn parce que c'est un roi bon, sain et intelligent et tout ce qu'on veut, mais il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, effectivement. C'est dommage en fait, parce que là tu me donnes envie de voir la suite. Sache que ça ne dépasse pas le stade du brouillon, je sais même pas s'il existe une édition de ça quelque part, ou si ça fait partie, tu sais, des brouillons de Christopher Tolkien qui ont été exhumés. Oui, du coup, si c'est qu'un brouillon, je suis pas sûr, que tu aies de quoi satisfaire ta curiosité, du coup. C'est bien dommage. Ce sera un peu frustrant, je pense. Et voilà, tu peux chercher The New Shadow. Question qu'on peut aussi se poser à la fin de la 8e saison de Game of Thrones, c'est pareil, que deviennent les Dothraki qui sont à Westeros ? Ils vont pas à Nas ? Parce que... Non, c'est les Immaculés qui vont à Nas. C'est les Immaculés. Mais il y a une scène où on voit des Dothraki qui se baladent dans Port-Réal quand Jon repart au nord. Donc du coup, c'est pareil, que deviennent ces milliers de Dothraki errants à Westeros ? Je ne sais pas. Mais... ça se trouve, élément de réponse dans Feu et Sang. Ils font comme les Nordiens dans Feu et Sang. Dans le confluent, il y a plein de femmes veuves. Il y a plein de châteaux. Marion, Oui, mais le problème, c'est que là, pour le coup, ça fait vraiment une révolution culturelle pour les Dothraki, parce que on est quand même sur un peuple nomade et très guerrier. Passer de on va épouser des femmes et cultiver la terre ou régner sur un château. Alors on nous propose, ils repeuplent le nord. Ça se trouve, ils aimeraient bien. C'est vrai que dans le nord, ils pourraient repeupler aussi, il y a de la place. Ils peuvent repeupler le nord. Ouais, mais c'est pareil, on est sur un peuple qui est quand même habitué à des contrées un peu plus chaudes. Oui. Ça va leur faire un choc. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé pendant le live, mais il y avait un truc intéressant dans cette saison, tu sais, d'habiller les Dothraki pour montrer qu'il commence à faire un peu froid et tout ça, que l'hiver arrive, tu vois. Ils sont moins torse nu, c'est vrai. Ils sont moins torse nu. À Père Dragon, tu les vois, ils sont en grosse moumoute. Tout ça, même Jon commence à avoir de plus en plus d'épaisseur aussi dans les costumes. J'ai remarqué ça, notamment sur le suivant, parce que dans le suivant, Jon porte sa cape à fourrure.
Du coup, tu te dis, je Oui, pense qu'en costume, si tu regardes sur la saison 7, ils essaient de les habiller de plus en plus, les personnages, pour Après, montrer qu'il fait de plus en plus froid. Ouais. t'as beau être un guerrier nomade, hein, forcément, t'es pas plus neuneux qu'un autre. Hein. Oui, s'ils ont froid, on imagine qu'ils se couvrent. Enfin, j'espère pour eux quand même. Après, je sais pas avec quoi, parce qu'à Père Dragon, s'ils ont trouvé de la fourrure, je sais pas, il y a peut-être plus de chèvres. Hein. C'est Mais possible. de toute Il y a plus façon, grand ça, monde c'est à le Père grand Dragon, en fait. C'est un peu le mystère, problème. parce que de toute façon, où sont cantonnés les Dothraki? Parce que Père Dragon, je pense que t'as pas réellement la place. En tout cas, du moins dans la série télé, moi, je vois pas où on peut stationner des milliers de Dothraki Ouais, sur Père dans les Dragon. bouquins, il y a hein. peut-être un peu plus de place. Parce Dans, qu'il y a bah, des- il y a dans les bouquins, il y tu a as des un montagnes, village, etc. puis tu as quand même un port avec des maisons. Il y a quand même. Mais on le voit dans la série, ça aussi, hein. Quand Slendersan rencontre Davos, on Ouais. voit un peu le village de Père Dragon, je crois. Oui, mais du coup, quand on les revoit pendant l'occupation Ouais. de Daenerys, Ah oui, non, après, c'est disparu. on la voit pas. Ça a Mais après, il y a une complètement grosse disparu. évolution artistique, parce que quand ils mettent Père Dragon en saison 2, je pense qu'ils se disent on va mettre une forteresse là-haut sur le caillou, on va mettre un petit village là-bas au fond, Ouais. et puis ça fera Oui, le taf pour ce qu'on a Non, à c'est sûr montrer. que Ils à la savent pas fin, encore, je pense qu'il va y avoir la moitié de l'intrigue qui va se passer là-bas pendant la saison 7. à Le la Père fin, il y a Dragon de clairement la plus d'une saison 2. enfin, il y a des Le Père murailles, il y a Dragon rien de la d'autre. Hein. saison 2. Oui, il n'y a pas Ouais. grand-chose. Le Père Dragon de la saison 2 ressemble pas beaucoup au Père Dragon de la saison 7, je pense. Il n'y a qu'à voir pourquoi est-ce qu'on n'a jamais vu Stannis dans cette espèce de salle du trône avec son trône en obsidienne. Qui est bien classe, ceci dit. Pour le Oui, coup, oui, c'est c'est un très joli, ajout mais- intéressant. Mais... Tu te dis, c'est marrant, il y a pas cette salle, on l'a jamais vue, tu vois, on la découvre en saison 7. Ouais, mais après, Stannis, c'est un homme simple. Il n'est pas du genre à se pavaner sur un On trône. va faire les salles avec les cartes. Voilà, c'est ça. C'est un stratège. Bon, un stratège en mousse, visiblement, vu Oh. son destin funeste. Non, je parle dans la série, bien Ouais, je évidemment. préfère. Enfin, non, je parle dans les bouquins aussi. On en réglera ça plus tard, entre nous. Je ne suis pas stanisien, désolé. J'ai quelques défauts, mais pas celui-là. C'est bas, ça. C'est une attaque personnelle. Non, mais je sais qu'il a ses fans. Mais je sais pas pourquoi il a des fans. Invite-moi, on en reparlera. Bah écoute, on fera un live. On fera un live sur, spécifique sur Stannis. Stannis et je pense qu'il y a Je moyen de mets- tenir je mets- 1h30 sur ça. Je mettrai des bocaux derrière moi avec des fœtus. C'est C'est vraiment, vrai. à tous les coups sont permis. Hein. Là, à ce niveau-là. Pour donner un petit côté un peu stanisien Quel- à mon intérieur. On répond très simplement dans le chat parce que c'est le roi légitime. Et ça me va comme réponse. Mais non, le roi légitime, pour moi, c'est un Targaryen. Mais bon, Moi, je propose qu'on arrête le live là-dessus. Ça me paraît parfait. En plus, il y a l'heure qui tourne et tout. Ça marche, ouais. Je profite de ça. Du coup, on se dit à la prochaine fois pour la saison 8. Ça Ce sera lundi. L'épisode, c'est lequel déjà, Chris C'est un Chevalier des Sept Couronnes, c'est l'épisode 2. merci. Probablement celui que tout le monde a trouvé le mieux. Alors, c'est marrant parce que on était sur des saisons. Il y a des saisons où tu sais où les sondages ont été un peu pas un peu tendus, mais tu vois, il y a des trucs où ça faisait l'unanimité. Je veux dire, la mort de Ned Stark, les Noces pourpres, les gens se posaient pas la question de savoir quels épisodes devaient être revus. Sur les saisons 5, celui où on a fait Durieux pendant un moment, ça a failli pas être Durieux, ça a failli être La Miséricorde de la Mer, qui est l'épisode où il y a le Walk of Shame. Et sur cette saison-là, sur la saison 7, pendant longtemps, on s'est retrouvé avec le Suicide Squad en tête de liste. de l'avoir fait. Honnêtement, Donc, je crois que j'aurais passé mon tour. Celui-là, Ouais, je tous ne sais pas passent si je notre l'aurais tour. fait. Mais bon. Pourtant, il y avait des dragons. Ouais, mais même les dragons sont pas. Alors certes, il y a les dragons, mais il y en a un qui meurt, donc déjà, gagnez pas. c'est naze. Tu vois, les saisons 5 et 7, il y avait les sondages sont plus variés. plus variés. Enfin, les voix se répartissent beaucoup moins uniformément. Et sur la saison 8, du coup, c'est comme pour les Noces pourpres ou la mort de Ned Stark, on a un engouement pour cet épisode-là qui fait que c'est celui-là qui est ressorti. C'est surtout le gros problème, je pense que si moi j'avais dû commenter le Suicide Squad, j'aurais été incapable d'en dire du bien, quoi. Ça c'est clair. Bon du coup on se dit à bientôt pour le lundi 28, je crois, si je dis pas de lundi bêtises. 28, est-ce qu'on avait prévu, ouais. On fera de toute façon une petite note de lundi blog 28 à 20, pour vous rappeler tout ça. Voilà, pour la suite. Merci tout le monde et puis la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous tous. Et bonne Bonne fête soirée. des pères, comme on dit. Bonne soirée, bonne Et fête bonne des fête à pères. tous les papas.